Chers amis du football, bonjour. Bienvenue dans ce 4e épisode de Dribble. Aujourd'hui, nous allons parler de la Serie A. On va se demander qui est le favori de la Serie A, qui a fait le meilleur mercato, etc., etc. On va faire un focus sur l'AC Milan aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté de l'AC Milan, voir où va l'AC Milan. On aura notre premier invité de Dribble, où nous parlerons de Grasshopper Zurich. Pareil, où va Grasshopper Zurich? Que se passe-t-il là-bas aussi? Un ami du podcast Sarsfive sera avec nous. Au revoir Lucas. Et enfin, c'est une semaine européenne, une semaine de barrage. Et nous allons revenir sur les 4 clubs suisses qui sont engagés en barrage. Vont-ils passer ou pas? On verra ça avec nos deux spécialistes. Nos deux spécialistes d'ailleurs, les voici. À ma droite, à votre gauche, j'ai nommé le grand, le magnifique Nico. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Ça va, merci à toi. Tranquille? En forme? Ouais, toujours. T'as vu un peu de football ce week-end? J'ai vu un peu de football ce week-end, la Coupe d'Italie notamment, justement. La Coupe d'Italie, c'est pas mal, ça tombe bien. Et à ma gauche, à votre droite, le grand, le magnifique aussi, Michael. Michael, comment tu vas? Mais ça va et toi? Tranquille? Ouais. T'as vu du foot aussi ce week-end? Ouais, le grand, le magique, l'innommable. L'innommable le meilleur, Napoli? Non, le Servette. Ah, le grand Je Servette. reste pas dans le thème tout de suite. Mais... Le grand Servette FC, évidemment. Évidemment. On peut plus trop le cacher, mais nous sommes tous Genevois. Hein. Mais mis à part ça, moi j'ai regardé le Barça par exemple, c'était bien. Ça fait plaisir. Enfin bref, quel est le meilleur match que vous avez vu ce week-end? Bon, je serais peut-être pas objectif, mais là où qui m'a rendu le plus heureux, bon, déjà il y a Servette que j'ai regardé effectivement aussi, et il y a celui du Milan qu'on gagnait. Le Milan AC, bien sûr. Pour les 32e ou 16e ou je sais plus quoi en Coupe d'Italie. C'est vrai, 2-0. Exactement. Et toi? Moi j'ai essayé de regarder un moment de Venise-Mantoue. Ouais. Et puis ensuite de Côme en coupe pour voir ce que ça donne. Ouais. Club, ouais, comme c'est un peu excitant, on va en parler un petit peu. Ouais, alors justement, c'est ce que j'aimerais savoir, si ce club peut vraiment amener quelque chose sur la scène du foot italien. Projet intéressant. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un bon lien pour voir le match. Voilà. Oui. La Serie A, la Coupe de la Serie A, ça se passera sur DAZN, je crois, cette année. Ouais, DAZN, Suisse, même sur les chaînes italiennes en tout cas. Ouais, il passe sur Canale 5, Italia 1, je crois, et même sur la 8. Il y a plusieurs chaînes où ils le montrent. Quoi, donc. Magnifique. Ben, en parlant d'Italia, l'Italia est belle, la Dolce Vita. La Dolce Vita, on va aller du côté de Napoli. Napoli qui est le champion sortant. Et le SSC Napoli a gardé son coach Antonio Conte. Il a été nommé en 2024 et en contrat jusqu'en 2027. Mais surtout, le Napoli s'est renforcé en ramenant Kevin De Bruyne, Noah Lang, Luca Marianucci, Lorenzo Luca, prêté avec obligation d'achat, Sam Bokema et d'autres joueurs. Et enfin, ils ont perdu Giacomo Raspadori, entre autres. Et puis d'autres joueurs, à savoir Walid Khedira, Antonio Cioffi et ainsi de suite. Mais messieurs, tu parles pas de Osimhen, surtout du cas Osimhen, il est pas, même s'il a pas tellement joué la saison dernière. Non, il a pas joué, il était en prêt à Galatasaray. Mais pourquoi? Napoli, parce que les problèmes qu'il a créés au sein du vestiaire, parce qu'il voulait partir après le titre. C'est un peu ce qu'on a vu avec Kvaratskhelia qui est parti au PSG parce que Naples a réussi à trouver on dit systématisation, une solution pour lui. Négociation. Ouais, exactement. Mais là, Osimhen, c'était vraiment difficile. Et puis là, quand il est revenu, il y avait des voix qui disaient qu'il pourrait revenir. Ouais, moi, je me tourne vers l'avenir. Ouais, rester avec Lukaku. Puis au final, ça a poussé. Il parlait de la Juve à un moment, mais à Naples, on ne veut plus revivre le scénario qu'on a vécu avec Higuaín. Ouais. Parce que Higuaín qui disait la Juve ci, la Juve ça. Puis après, il est parti là-bas. C'est devenu un peu le bourreau des cœurs. On rappelle que la Juve est le pire ennemi du Napoli. Ouais, pire ennemi. Ne tentez pas de vous balader avec un maillot de la Juve à Naples. C'est surtout aussi ce contraste entre le nord et le sud. Hein. Évidemment, si tu regardes la carte des clubs qui jouent, la plupart sont concentrés au nord. La Grande Padanie, ou même la Lombardie, Émilie-Romagne et tout ça, ça s'arrête après à Rome. Puis au sud, il reste quoi? Il reste Napoli, il reste un peu Lecce. Après, tu dois aller les clubs de Sicile ont disparu, hein. Palerme. Palerme en série B, Catane en série C. Après, en série C, tu as encore t'as toute la partie de la région du Sud. Hein. Puis en série B, tu as encore Catanzaro, tu as encore Bari, tu as encore la Juve Stabia qui est montée très fort. Mais c'est vrai que est-ce que c'est pas à l'image de l'économie de l'Italie finalement? Si. Après, les plus riches. Ça a toujours été comme ça en soi. Hein. Même à l'époque de Maradona,
85 jusqu'à 89-90, c'était Naples contre le Milan, contre la Juve et l'Inter dans un troisième temps. Mais la Juve, en plus, ce qui est un peu paradoxal, on est parti sur un sujet, mais bon, c'est très intéressant. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que c'est un club qui est soutenu par les immigrés du Sud qui sont venus dans le Nord. Juste parce que ça représentait les travailleurs de la Fiat, parce que Agnelli, parce que Fiat, Ferrari. Et donc, en fait, tous ceux qui immigraient au Nord allaient voir des matchs. Et la Juve a commencé aussi, surtout, il faut le dire, à se développer après la disparition du Grand Taureau. Le drame du Super Le Taureau existe toujours et le Taureau est le vrai club des Turinois. Le Taureau, alias le FC Torino. Tout à fait, mais après tu vas au sud, il y a encore une grande fan base de fans de la Juve au sud de l'Italie. C'est incroyable. Hein. Enfin, moi je trouve ça impressionnant. En fait, même dans l'immigration même des gens qui viennent en Suisse, en France, en Belgique, ils sont originaires plutôt du sud de l'Italie puisque c'est une terre d'immigration, mais ils sont tous pour la Juve. C'est parce que en vrai, c'est le club le plus détesté en Italie et le club le plus aimé aussi en Italie. Et tu regardes, justement, je suis tombé sur une map l'autre jour avec la fanbase club par club en fonction des régions. Et le sud, c'est quasiment que de la Juve. Ouais, c'est assez dingue. Et encore une autre incohérence, c'est tu regardes dans la province d'Avellino, qui est un club qui était aussi très prominent. Avellino, c'est vers Naples. Ouais, c'est une des régions, donc la province d'Avellino. Vers Sassuolo. Non, Sassuolo, c'est au nord. Ouais, comment il s'appelle le club Il y a un club près de Naples qui était il n'y a pas longtemps. Non, pas Salernitana qui était en première division. Ah, première division. Benevento. Pardon, autant pour moi. Si tu veux, les 4 clubs, tu as Avellino, Benevento, Casertana, Salernitana. Et maintenant, tu as la Juve Stabia qui est vraiment au pied du Vésuve, à quelques kilomètres de Naples. Et ça, c'est vraiment les plus gros clubs. En fait, la province d'Avellino, elle est réputée pour être pro-juventine. Et même leurs supporters du club d'Avellino, ils ont une amitié avec ceux de la Juve. Okay. Ce qui est un peu bizarre parce que quand tu te fais insulter de Terone au stade ou qu'on chante des chants vraiment barbares vers les supporters napolitains, eux ne répondent pas. Ouais. Mais ils gardent quand même cette amitié. Moi, en fait, c'était ça la difficulté que j'ai eue. Jeune, quand j'ai commencé à parler italien, c'est que quand on a commencé à m'insulter de Terone parce que j'avais des origines du Sud, je me suis dit, en fait, ça ne représente pas du tout l'état d'esprit dans lequel je suis pour supporter un club. Ouais, c'est pour ça que ce qui me représente le mieux, c'est le club du Sud, c'est le club de Naples. Et c'est vraiment l'état d'esprit. Naples contre tout le monde, finalement. C'est un peu ça. On va revenir mais on fera une fois un sujet là-dessus, c'est intéressant. On va revenir là, pour le coup, à la Serie A et au Napoli. Donc, avec un peu les forces en présence, les renforcements, les départs de ce club. Est-ce que vous voyez Naples garder son titre ou pas? Est-ce que ça va être, vu les équipes qu'il y a derrière sur lesquelles on va arriver? Moi, je les vois se battre pour le titre. Après, garder le titre, je sais pas, parce qu'il y a une différence majeure qui ne sont pas eu l'année passée, c'est que cette année, ils jouent avec des champions. Alors que l'année passée, ils avaient un match par semaine, donc c'était déjà beaucoup plus facile. Après, je trouve qu'ils se sont renforcés là où ils avaient besoin de se renforcer. Ils ont doublé quasiment tous les postes et doublé avec de la qualité. Alors certes, ils ont pris un Kevin De Bruyne qui a 35 ans ou je sais pas quoi, mais il a quand même toujours de la qualité au pied. On sait aussi que le championnat italien, c'est pas le championnat le plus physique, contrairement à la Première Ligue, que ça réussit plutôt bien aux vieux. Aux retraités. Ouais, voilà, aux pré-retraités. C'est le cas, c'est un cimetière à dinosaures. On le voit, un Modric au Milan. Oui, c'est ça. C'est clair. Parce que c'est pas justement le championnat le plus physique, mais ça reste quand même très tactique. Et du coup, ça réussit plutôt bien aux gars qui ont de l'expérience. On va dire ça comme ça. Très bien. Tu es d'accord je suis tout à fait d'accord. C'est un recrutement qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils prennent aussi des gens, par exemple, comme Beukema, qui n'est pas forcément la personne la plus connue. Derrière, on a quand même des gens. Noah Lang, qui aux Pays-Bas, a fait quand même pas mal de. Enfin, moi, j'ai découvert en Champions League, il a cassé des reins. Je sais pas si tu as vu sa conférence de presse de présentation en Naples. Par contre, je l'ai pas vu. Et il est fantastique. Ouais. Il arrive, il dit moi, un joueur, deux joueurs, je m'en fous, je les dribble. Mon but, c'est de faire rêver les supporters. Je veux que vous venez au stade pour me voir. Mais tu sais, avec une confiance full. Et j'étais là, bon, c'est soit ça passe, soit ça casse. Tu vois. Je pense qu'à Naples, on aime bien ça. À Naples, oui, ça fait rêver. Mais maintenant, il va falloir assumer. C'est ça. C'est assume maintenant. Qu'en pré-saison, apparemment, ça n'a pas été. J'ai pas vu tous les matchs, mais ça n'a pas été ça. C'est celui qui a vraiment sorti du lot là dans la pré-saison, c'est Luca. Qui arrive en prêt et qui un grand attaquant de Udinese, si je ne dis pas des bêtises. Ouais. Et puis vraiment, lui, je pense que c'est un gars en devenir. Il est vraiment intéressant. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Luca, il jouait déjà en Italie. Il est italien, donc il n'y a pas l'adaptation. L'autre, Noah Lang, il vient d'un championnat étranger. Il y a un système d'adaptation. Mais comme vous avez dit, c'est un championnat qui ne va pas très très vite. Peut-être pour Noah Lang, ça. Il va aller très vite. Mais après, tu vois, c'est un championnat qui, à défaut du physique, comme par exemple en Première Ligue, ça va être beaucoup plus tactique. Ouais. Et on sait que Conte, il adore. Moins d'espace. C'est ça aussi, tu vois.
Il y aura beaucoup moins d'espace. D'ailleurs, tu as parlé d'Antonio Conte. Antonio Conte, souvent, la deuxième saison, autant la première, c'est un peu miraculeux, il gagne souvent, autant la deuxième saison, c'est pas toujours la saison de la confirmation, là où ça devrait l'être. Ouais, ça dépend. Si tu regardes à la Juve, il a quand même confirmé et puis assuré. Après, effectivement, à Chelsea Inter, moins. Qu'est-ce que j'ai encore en tête? Non, c'est tout. Enfin, c'est les deux seuls que j'avais. Ces deux clubs, ouais, moins. Mais là, je sais qu'il y a eu discussion avec le président de Naples cet été pour savoir s'il restait, s'il partait ou autre. Exact. Apparemment, il a été convaincu par le projet. Contrairement justement à la Juve où il était parti parce qu'il n'était pas convaincu par le projet et puis s'était barré sans que personne s'y attende. Donc je pense que s'il est convaincu par le projet, il a toujours la motivation pour faire bien. Et s'il a la motivation pour faire bien... C'est souvent les joueurs en général qui disent que l'intensité que demande Conte, c'est un peu difficile de suivre physiquement en deuxième saison. Est-ce que là... Après, il y a un point, c'est qu'à Naples, si on regarde ce qui s'est passé avec Spalletti il fait sa saison, il gagne le titre, il part. Ok, on confie l'équipe à un autre type, l'équipe s'écroule. Ça prend une saison et demie, 2 saisons à remonter. Et en fait, ce qu'il voulait garantir avec Conte, c'est qu'on ait cette continuité. Conte, dès le départ, dès le titre, il a annoncé partout. Il a annoncé surtout à la Juve. Parce que la Juve, depuis leur nouveau projet, les nouveaux investisseurs, Agnelli qui s'est retiré, moi, je ne sais pas où ils vont. On va après à la Juve. Pourtant, vu le nombre de joueurs qu'ils ont à disposition, vu les ressources qu'ils ont à disposition, je trouve dommage d'arriver. Ils ont proposé quelques années, pendant 3 ans, 4 ans, ils ont été champions, un jeu incroyable. Et après voilà, c'est mon avis. Mais pour moi, et on en parlera sûrement après, Allegri, son jeu, moi, ça ne me parle pas. Mais Allegri, il est au Milan, il n'est pas à la Juve. Milan, mais quand il était à la Juve avant. Ouais, ça c'est clair. Ça, on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler. Donc c'est bien que Naples ait pu confirmer comme ça, parce que ça donne une stabilité, un effectif, et puis on va sur une continuité en espérant qu'il puisse rester en haut du tableau, parce que franchement, si vous avez une fois l'occasion d'aller à Naples, allez-y, mais allez-y surtout quand il y a des fêtes comme le Nouvel An, ou même encore quand le Napoli est champion. Ça vaut le détour, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Juste aller voir un match au stade de San Paolo, nouveau Maradona. C'est incroyable. C'est franchement... Nuevo Maradona. On va passer à peut-être ou pas, le favori, l'outsider favori si ce n'est pas Napoli, c'est l'Inter Milan. L'Inter Milan qui a quand même changé de coach. Simone Inzaghi est parti, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle peut-être. Ils ont fait venir Petar Susic du Dinamo Zagreb, Luis Enrique de Marseille et Nicolas Zalewski depuis la Roma. Et Zalewski qui vient de partir du coup justement. Ah, ok. Il est arrivé cet hiver et là il vient d'être transféré à l'Atalanta. C'est officiel depuis 20 minutes. Ouais. Quelques joueurs qui sont partis, genre Arnautovic et Joaquin Correa, mais rien de particulier. L'Inter qui voulait peut-être dégraisser et rajeunir son effectif, finalement, on repart à peu près avec les mêmes, plus ou moins. Ils ont pris aussi on change de coach. Ange Bonny, qui Ange était Bonny, exactement. à part, mais du coup qui suit Kivu. Pour 23 millions. Ouais. Et puis, là, je vois qu'il cherche... Je pense qu'il va se débarrasser de Taremi, certainement. Il va se débarrasser de pas mal de joueurs, mais j'ai pas l'impression qu'ils y arrivent, quoi. Après, on repart avec Lautaro, Marcus Thuram, etc. Après, je trouve, ils ont un effectif. C'était une équipe qui fonctionnait bien, au final. Qui fonctionne bien. Est-ce que maintenant, ils vont encore confirmer sur cette lancée-là? Après, pour quelqu'un qui a les prétentions de vouloir gagner, je trouve qu'ils sont un peu minimalistes. Alors, est-ce qu'ils voulaient doubler des postes et puis essayer d'amener de la qualité plus que des personnes qui ont déjà brillé, qui sont déjà affirmées, en investissant un peu moins? Maintenant, ce serait intéressant de voir les investisseurs. Je sais que Moratti a repris 2% dans les parts du club, sauf erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, ils vont repartir sur un cycle où on change de mentalité et on fait ça différemment? Est-ce que... Voilà, donc pour moi, comme je le vois là, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais je ne vois pas une équipe qui veut aller plus haut. Ok. Je vois une équipe qui veut confirmer, qui veut assurer son poste européen, mais pas une équipe qui... Tu ne penses pas qu'elle est taillée pour gagner le Scudetto? Il faudrait voir la profondeur. Il faudrait voir, en fait, tout est sur les épaules finalement de Christian Kivu, puisque l'effectif n'a pas tant changé que ça. Mais qui sont les tauliers? Comment on repart? Qui sont les tauliers à l'Inter? Ouais, mais justement, tu vois, il y a déjà une base. En fait, l'équipe, tu parles de confirmation. Pour moi, l'équipe, elle est déjà confirmée dans le sens où ça fait 4 ans avec Inzaghi, je crois, 4 ou 5 ans avec Inzaghi. Ils ont gagné coupe, ils ont gagné le championnat. Enfin, voilà. Ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Donc, pour moi, ça reste quand même une équipe qui fait partie des top équipes européennes, si ce n'est mondiales. Et là, 2 finales de Champions League en 4 ans. En 3 ans. 3 ans. Ouais.
Mais il les gagne pas, ça c'est voilà, Non, un mais autre, c'est un une autre perf, débat. c'est une Mais ce que je veux dire, perf, c'est que c'est ça une reste dans le top européen. Pas tous les clubs peuvent se targuer de C'est dire clair, on c'est a fait clair. 2 finales en 3 ans. C'est clair. Ils ont comblé les lacunes, dans le sens où ils ont pris des joueurs là où ils en avaient besoin. Et ils ont rajeuni l'effectif, surtout. Les cadres, ils sont toujours là. Je pense à un Çalhanoğlu, je pense à un Lautaro, je pense à Barella. Barella, taulier au milieu. Voilà, je pense à Bastoni, je pense même bêtement mais à Summer, qui est un cadre de l'équipe aussi. Summer qui était contesté, hein, j'ai l'impression. Summer cet été. Il y a eu des rumeurs de départ. Il y a eu, mais je pense qu'il est bien là-bas. Et j'ai vu aucune. Alors, des rumeurs, il y en a eu. J'ai vu aucune confirmation du club comme quoi il cherchait un autre gardien ou autre. Donc, en vrai, l'équipe, elle est taillée pour gagner le championnat et je pense que c'est leur objectif. Ouais. Après, moi, c'est la première interrogation que j'ai, c'est comment ils vont. Là, ils sont passés d'Inzaghi pendant 5 ans avec des méthodes de jeu très claires, tactiques très claires. Ils changent de coach, mais ils changent, mais plus ou moins dans la même philosophie. Il y a certaines choses qui changent et ça, on le verra au cours de la saison. Est-ce qu'il va pouvoir confirmer? Parce qu'il ne faut pas oublier que Kivu, c'est 15 matchs en Serie A seulement en tant qu'entraîneur. Avec Parme. Ouais. Eh Il n'a pas non plus une expérience de fou. Est-ce qu'il saura gérer les égos? Est-ce qu'il saura gérer un vestiaire tout au long de la saison? C'est la vraie question. Ouais. On verra ça au long de la saison. Si je vous dis maintenant l'Atalanta. L'Atalanta qui a perdu quand même, et c'est l'info principale, le maître à jouer, le chef d'orchestre de cette équipe, à savoir Gasperini, et qui vient de prendre un nouveau coach qui s'appelle Ivan Juric. Je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Je peux te parler un peu de son parcours si tu veux. Ouais. Il était à Turin pendant 1-2 ans. Je crois qu'il a fait Vérone aussi, Turin. Il fait des bonnes saisons. Donc il finit à chaque fois dans le top 10 avec ses équipes. L'année passée, quand à la Rome, De Rossi se fait virer. C'est lui qui remplace et il a un bilan catastrophique. Ouais. Oui, ça, je me souviens. C'était pas le bon moment pour lui et c'était pas la bonne équipe pour lui. Exactement. Et là, il repart avec l'Atalanta. Et en fait, ce qui se dit, en tout cas en Italie, au sein du club, c'est que non seulement il a la même philosophie de jeu que c'est un des élèves. Disciple de Gasperini. Exactement. Donc il a la même philosophie de jeu que lui. Et ils vont pas changer de système. Ça va toujours jouer en 3-5-2 ou 3-4-1-2. D'où j'imagine pourquoi ils ont pris ce coach-là. Exact. L'idée, c'est de ne pas changer. Pourquoi changer une méthode qui marche, finalement? Ouais, c'est ça. Et surtout que ils ont aussi une équipe B qui joue en série C. Et tout le système de formation jusqu'à la première équipe, y compris justement leur deuxième équipe, joue dans le même système. Donc, en gros, ils ont pris un peu la philosophie Barça où eux, c'est du 4-3-3 depuis tout petit. Eux, c'est du 3-5-2 depuis tout petit. Et petit à petit, le but, c'est de faire monter des gars et puis de performer. L'Atalanta qui s'est renforcé quand même, qui a fait quelques transferts. Et c'est un club qui quand même est devenu, au fil des années, assez riche, puisque je vois les transferts sont environ à 20, 15, 10 millions, 17 millions. Après, ils vendent beaucoup aussi. Et ils vendent beaucoup, évidemment. Mais Lookman, on l'annonce à peu près partout en Europe. Finalement, il a l'air de rester. En tout cas, au moment où on enregistre, il est toujours à. Il était très proche de l'Inter, mais là, ça a été démenti aujourd'hui parce que. Scamacca, toujours là, De Ketelaere. Est-ce qu'ils arrivent à confirmer avec cet effectif? En fait, ils ont fait, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans qu'ils font vraiment des bonnes saisons. Et puis j'ai l'impression que ça fait même plus longtemps. Gasperini l'a fait, je crois. Même en renouvelant les joueurs, ça continue à fonctionner. En fait, ils ont un truc qui est fou, et ça fera lien plus tard avec Bologne, tu verras. Mais en gros, ils avaient un gars qui s'appelait Sartori, qui justement était à Chievo Vérone. On en parlait avant. Et ce gars, quand Chievo finit 4e du championnat, c'est lui qui est à la directeur sportif. Il est parti directeur sportif ensuite à l'Atalanta et il a mis son projet en jeu. Et toute la direction, y compris le coach, l'ont suivi. Okay. Et maintenant, il est à Bologne depuis 2-3 ans. Et Bologne performe. Commence à faire, effectivement. Ouais, pas mal. Et en fait, ils suivent la philosophie qui a été implantée il y a 10 ans en arrière. C'est un peu comme la philosophie de Ralf Rangnick en Allemagne. Absolument. Finalement. Absolument. Si tu prends Giuntoli qui est allé à la Juve, qui a malheureusement pas réussi à se faire ce qu'il avait fait à Naples. Ouais, parce qu'à Naples, il a amené Lavezzi. C'est des contextes. Cavani, Atalanta, Bologne, finalement. L'entourage aussi. Parce que Giuntoli, il était quand même entouré par certains gars. Et puis, je pense que les clubs n'attendaient pas la même chose de lui à la Juve qu'à Naples. Tu parlais Atalanta, Bologne, c'est un peu les mêmes contextes, j'ai envie de dire. C'est des clubs de ville, on va dire, moyennes. Il n'y a pas trop de pression. Donc on peut te laisser, ville, c'est le nombre d'habitants qu'on a à Genève. Quoi. Ouais, Bergame et Bologne, ouais, finalement. Et donc
Sauf que c'est des clubs où on laisse les mains libres. Ouais. En fait, au-delà de laisser les mains libres, ils sont arrivés avec on a un projet, mais pas on a un projet sur 1-2 ans et puis dans 2 ans on vire le coach et on vire tous les joueurs. On a un projet sur 10 ans, peu importe les joueurs, on va en vendre quelques-uns, on va en racheter d'autres, mais qui s'adaptent à notre philosophie de jeu. Et du premier au dernier, ils sont tous concernés par cette philosophie de jeu. Ils ont un projet à long terme et en fait, on voit que ça fonctionne. Mais pour Bologne, par contre, il me semble Bologne, ils ont été plusieurs fois champions d'Italie, je crois. Peut-être 2 ou 3 fois, je crois. Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Mais justement, il y a aussi cette idée des supporters. Si tu discutes un peu avec eux, tu vois qu'ils aimeraient renouer avec ce passé un peu plus doré. Bologne, on va y venir. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Mais on va en parler de Bologne. Mais tu vois, après, oui, pour juste terminer sur l'Atalanta, faut voir aussi justement Juric, pareil. Alors, je pense qu'il a été choisi en connaissance de cause, même philosophie, etc. Est-ce qu'il aura les mêmes résultats que Gasperini? Je sais pas. Parce qu'il a quand même Europa League. Il fait quand même finale de Coupe d'Italie. Il finit deuxième aussi en championnat plusieurs fois. Il fait quand même un sacré parcours sur les pas loin de 10 ans qu'il est resté, je crois. Et à voir. À voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'Atalanta, avant qu'on parle? Moi, j'adore. Je trouve qu'il propose vraiment un beau jeu depuis plusieurs années maintenant, 5 ans, 6 ans, même avant d'être vraiment sur le devant, où ils devaient chaque fois, on disait, il faut qu'ils franchissent un palier, machin. Ils ont vraiment proposé un bon jeu. Ils ont un stade qui est là, des supporters présents, un stade ils ont investi, un nouveau stade. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. C'est vraiment du beau jeu. C'est un beau projet. Hein, et ça devrait être un modèle, en fait, pour pas mal de clubs, finalement. Absolument. Ok, on continue notre petit tour et on va aller vers la Juve. La Juve qui a gardé Igor Tudor comme coach cet été, qui a recruté Jonathan David et João Mario du Porto, et qui a vu partir notamment Randall Kolo Muani. Mais ils sont sur le point de le retrouver, justement. Apparemment. Au moment où on enregistre, il n'est pas là, mais ça avait bien marché, hein, finalement. Ils sont là, j'ai vu une offre encore tout à l'heure, et ça serait... Alors, je garantis rien et j'avance rien, parce que voilà, mais ça serait sur le point d'être fait. Très bien. Et finalement, après, voilà, ça reste là. C'est les seuls mouvements, j'ai l'impression. Si vous en avez d'autres. Arrivée de Nonje qui revient en prêt de Servette contre Cessao. Nonje fera la différence. Gregorio. Mais voilà, globalement, il reste Locatelli, il reste Vlahovic en attaque. João Mario aussi, qui est arrivé de Porto. João Mario, Ah, tu l'as dit? Je l'ai dit. Autant pour moi, pardon. Mais un bon recrue. En fait, João Mario et Jonathan David sont les recrues phares, en fait, qui viennent compléter l'effectif de la Juve. Cette Juve, elle peut aller jusqu'à où? Ça reste la Juve, hein. Donc ça, le top du classement, non, on va pas se mentir, ils vont pas venir là pour jouer les seconds couteaux. Ouais. Je pense que la qualification Champions League, c'est toujours un minimum pour eux. Et puis ils ont quand même un effectif d'une certaine qualité. Donc après, qu'on l'aime pas, faut dire ce qu'il y a. La Juve qui a essayé de jouer, qui a tenté des choses avec différents coachs, notamment Thiago Motta, ça n'a pas fonctionné. L'ADN de la Juve, ça reste de jouer à la Allegri, en fait, comme à l'époque. Catenaccio, plus ou moins. Oui. Parce que la Juve, on a l'impression que la Juve peut pas vraiment gagner autrement, presque. Même s'il y a eu des époques où c'était plus beau, on est d'accord, mais oui, j'ai l'impression que l'ADN, c'est mon ressenti, de la Juve, c'est vraiment cette froideur et cette rigueur tactique qui est capable d'aller marquer à n'importe quel moment. Alors que pourtant, avant ça, ils avaient quand même un jeu qui allait plus vers l'avant, qui était quand même projeté. Enfin, moi, je trouve avec. C'est vrai, à l'époque de Del Piero. Avec Conte, avant, même après, sur la fin, je trouve qu'avec Conte, ils avaient un jeu qui était plus porté plus vers l'avant. Et comme je l'ai dit avant, pour moi, avec Allegri, c'est là où ils ont un peu retrouvé ce catenaccio, où ils fermaient tout. C'est là où ils ont gagné. Ils sont froids, quoi. C'est le tueur. La Juve, c'est la froideur pour moi. C'est mon ressenti. Maintenant, je ne sais pas si vous partagez. C'est un robot qui est en mission, quoi. Sans âme. Ouais, c'est ça. Pas de magie, on fait ce qu'on a à faire. Terminator, quoi, tu vois. Terminator. Boum, je te mets une balle, c'est fini, on ne parle plus, tu n'as pas ton mot à dire, puis c'est comme ça, quoi. Ouais. La Juve, ça vise le titre cette année. Vous y croyez au titre de la Juve cette année? Non. Moi, j'y crois pas, mais après, tu vois, on en a déjà discuté. Je fais un petit parallèle avec Servette. On se disait chaque année, il y a une équipe qui arrive et qui dit je vise le titre. La Juve, cette année, c'est pareil. Enfin, chaque année, tu sais qu'ils ne viennent pas pour cueillir des pâquerettes. Ils viennent pour le titre. Est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas, mais ils ont l'ambition d'y aller. Après, honnêtement, je ne les vois pas gagner. On va aller un petit peu plus vite. On va parler des deux clubs de Rome, l'AS Roma et la Lazio. Des clubs de Rome, l'AS Roma, qui restent finalement sur des bonnes performances, les deux.
La Roma, ça revient fort après quelques petits déboires la saison dernière. Arrivée de Evan Ferguson en provenance de Brighton, de Neil El Ainaoui de Lens et de Daniele Ghilardi du Hellas Vérone. Aussi de Victor Nelson. Wesley aussi, le Brésilien d'un club Flamengo ou Palmeiras, je sais plus. Je l'avais pas celui-là, mais ouais. Latéral. Et Tammy Abrahams qui est parti du côté de l'AS Roma. Et voilà. L'AS Roma qui a fini en trombe l'année dernière avec Ranieri. Ouais. Et on peut rajouter, j'y pense maintenant, Léon Bailly justement. Léon Bailly, évidemment. C'était ce matin. Là, tout à l'heure, cet après-midi, c'est très bonne recrue. Ce soir. Très bonne recrue pour l'AS Roma. Est-ce que l'AS Roma, ça peut pas être la surprise cette année? Moi, je pense pas cette année, mais je pense qu'il va leur falloir laisser du temps. Parce que nouveau coach, nouveau précepte, Gasperini, du coup, pour moi, c'est lui la plus grosse recrue. Effectivement, j'en ai pas parlé. Si on lui laisse le temps de mettre en place ses idées et que les joueurs s'adaptent, je pense que ça peut faire très mal. Ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Je suis assez d'accord. C'est vrai que là, ils ont fait un bon recrutement, ils ont fait des choses intéressantes. Est-ce que maintenant, la nouvelle philosophie de jeu va enfin amener à la Rome ce qu'ils cherchent depuis maintenant un bon moment? Ils ont une tendance, un peu aussi comme leur club ennemi, la Lazio, de commencer assez fort dans la saison et on place les attentes assez hautes. Et puis d'un coup, ils se perdent un peu, peut-être une blessure ou autre, et ils ont tendance à rester dans quelque chose qui est plus leur jeu. À voir. Honnêtement, je serais. Moi, je sens que la Roma, ça peut être intéressant cette année. Ça peut aller loin. Ça peut, honnêtement, ça peut. Ils vont jouer l'Europe aussi, donc à voir. J'ai hâte de les voir jouer. Je les ai pas encore vus en match amicaux, mais j'ai hâte de les voir jouer le week-end prochain. Ils jouent déjà contre Bologne. Puisque la Serie A recommence le week-end prochain. Exactement. Contre Bologne, ça contre Bologne, le premier match. Ouais. Avant de parler de Bologne, on va parler du frère ennemi de la Roma, la Lazio, qui récupère son coach Maurizio Sarri, qui avait fait des miracles un peu avec la Lazio. Enfin, même avec le Naples à l'époque. Avec Naples aussi, bien sûr. Incroyable. Avant de partir à Chelsea. Ils auraient dû gagner ce titre. C'était une des équipes, ce Napoli de Sarri, c'était une des équipes qui pratiquait l'un des plus beaux jeux en Europe en vrai. Ouais. Et le perdant magnifique. Hein. Ouais. Mais c'est une équipe dont on se souvient, malgré qu'elle est. C'est la seule équipe en Italie avec 91 points qui ne gagne pas le championnat. Pas le championnat, ouais. C'est terrible. Hein. Parce qu'il y a la Juve Sini qui arrive. Avec froid, cynique, robot. C'est ça. Tu avais la beauté du Sud avec le beau jeu justement de Sarri où tu dis ça joue au foot, tac tac. Et de l'autre côté, tu avais Allegri avec son 1-0 et son catenaccio, mais ça gagnait le championnat. D'autant plus là où je rebondirais sur les buts de Raspadori, par exemple, une superbe reprise de volée à la 90e minute contre la Juventus. Il n'y a pas un pénalty caché donné à l'arbitre? J'ai rien dit. Je l'ai taquine. Polémique. Je ne savais pas comment il est en off. Hein. La Lazio, où est-ce que ça peut aller? Pour moi, alors top 10, sûr. Ouais. Europe, j'ai un doute. En fait, on va parler de Bologne après, mais Bologne ou Lazio sera à mon avis hors Europe et Como sera en Europe cette année. Ouais, ok. Bah, écoute, avant le gros dossier AC Milan, on a l'AC Fiorentina et Com et Bologne. Regardez. On va les faire. Les places vont valoir assez cher en fait. Ouais, il y a beaucoup de clubs finalement pour l'Europe cette année en Italie. Moi, j'ai pas vu assez Com pour dire quoi que ce soit de ce côté-là. Ça fait 3 ans que je les suis et je vois le projet évoluer. Donc, avec Cesc Fabregas en coach. Moi, je les voyais un peu comme Monza. C'est ça. Faire une Monza, tenir. Et déjà, oublie pas que les propriétaires ont 50-60 milliards de fortune, donc l'argent à poser, ils l'ont. Oublie pas que ça reste que Monza. Ouais, beaucoup plus. Surtout que maintenant, ils ont vendu Monza. C'est plus Berlusconi. C'est pour ça qu'ils sont repartis vers le bas. Comme ils ont un projet aussi, d'ailleurs, on avait parlé en off, d'avoir des billets gratuits pour l'ensemble quasiment du stade. Stade qui est placé un peu. En fait, tu shootes un ballon trop long, il est dans l'eau. C'est dans l'eau, c'est magnifique. C'est sur le lac. Alors, petit stade, ils vont refaire d'ailleurs le stade. Il y a déjà le projet qui a été approuvé et ils vont le refaire. Et en fait, il y a chaque week-end des VIP, des superstars Hollywood, football américain, NFL, NBA. Chaque week-end, il y a des stars. Il y a une fame, mais de toute façon, le lac de Com, c'est déjà la fame. C'est un peu le Monte-Carlo de l'Italie, tu sais. C'est un peu le Monte-Carlo, c'est un peu le Monaco de l'Italie. Mettre un club de foot, c'est très intéressant. Mais justement. Et en fait, ils les ont repris en série C. Ils ont gardé la base de l'équipe qu'il y avait en rajoutant quelques gars.
Il y avait Fabregas, justement. Enfin, ils sont montés en Série B. Fabregas a signé en tant que joueur avec des parts du club et l'année d'après, il viendrait entraîneur. Il est devenu entraîneur, il n'avait pas les diplômes d'entraîneur, il est en train de les passer. Du coup, ils ont mis un gars fictif pour faire l'entraîneur. Ce genre de magouille. Voilà, mais c'était lui qui était entraîneur. Ils sont montés en Serie A et ils finissent 10e, sauf erreur, je crois. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais ils finissent 10e. Et là, ils ont fait un recrutement massif avec Morata qui vient de signer aussi. Et c'est un peu la recrue phare. En fait, c'est un nom. Ouais. Morata, c'est le nom qui fait que ah ouais, il y a Morata quand même. Alors c'est pas le Morata à son prime, non, mais ça reste un nom, tu vois. Ça reste un nom, un peu à l'image d'un Modric à Milan, ça reste un nom. Ouais. Et puis là, j'ai vu avant qu'il y a Laporte, Maxence Cacrel, Laporte. Ouais. Et Laporte justement qui. Dele Alli, je sais pas s'il peut. Non, c'est ciao. Ah, c'est fini déjà. Autant pour moi. Fini. Sauf erreur de ma part, c'est fini. Informations, pardon. Mais justement, il y a Laporte qui est en Arabie Saoudite là maintenant, qui parle de terminer son contrat avec son club avec le club dans lequel Saoudien, il est. Il reviendra comme après. Et puis soit Athletic Bilbao, soit Como justement. Et beau club, hein. Ouais. Et du coup, tu vois, t'amènes une fois de plus un nom. T'amènes un nom, t'amènes un joueur d'expérience et le projet va se construire comme ça. Ils ont pris pas mal de petits gars entre 20 et 25 ans et ça joue au foot en fait. Ça joue au foot, c'est ça. Ça joue au foot. Comme tu les vois européens cette année ? Ils ont fait 10e l'année dernière. Ouais, justement. Et moi, je mettrais bien une petite pièce sur eux. Ouais, ok. Petite pièce sur comme toi ? Non, moi pas. Non. Il est encore dubitatif, on verra. Je peux comprendre. J'ai besoin d'en voir plus. J'ai besoin d'en voir plus et puis. On connaît un peu ces clubs italiens. Ben voilà, ça me fait penser à des Sassuolo qui avaient aussi un projet pendant un long moment avec le Mapei Stadium, tout ça. Ça me fait penser à Monza qui est monté très vite et redescendu maintenant. Frosinone et d'autres clubs qui sont aussi passés par là. Donc, j'ai besoin de les voir un peu plus jouer et puis qui confirment en fait leur bon classement de l'année passée. Ouais. Ça serait, mais en tout cas, je serais intéressé de voir ce club un peu plus. C'est un des clubs les plus dépensiers, non seulement en Serie A, et je crois même pas loin en Europe. Hein. Ils ont dépensé des centaines de millions ce mercato. Et, en tout cas, pas 100 millions dépensés. De ce que j'ai, hiver 2020. Pas tant que ça. Parce qu'il y a, c'est pas Liverpool. Non, alors c'est pas Liverpool qui dépense des 500 millions, on est d'accord. Mais il y a Kuhn, Baturina. Un mec s'appelle Diao, 12 millions, Cacré 17 millions. Ouais, ça arrivé cet hiver déjà. Douvikas, tout ça c'est cet hiver, 13 millions. Ouais, ça c'est cet hiver. Ok. Mais là, ils ont pris cet été, ils ont dépensé. Si c'est pas 100 millions, c'est pas loin des 100 millions. Ok. Un peu comme Strasbourg en fait. Un peu comme Strasbourg. Sauf que c'est pas un club satellite de Chelsea. Ouais, c'est ça la différence. En 2 mots, Bologne. Est-ce que Bologne peut refaire le coup de la saison passée et même il y a 2 saisons. Est-ce que Bologne peut continuer en fait sur sa lignée à rester dans les 6 premiers ? Bah, tu vois ce que je te disais avant, Bologne, c'est l'ancien gars justement de Kiev et de l'Atalanta et maintenant qui est à Bologne. Pour toi, ça continue Pour moi, c'est toujours la même philosophie de jeu, à savoir qu'ils ont perdu Endeuil. Ils ont fini 9e la saison passée, quand même. Ouais, mais ils gagnent la Coupe d'Italie. Ils gagnent la Coupe d'Italie, ce qui les qualifie en Europe. Exactement. Au détriment de l'AC Milan. Au détriment de l'AC Milan, oui. Et puis l'année passée, ils jouaient déjà avec des champions aussi. Ouais. Ils ont fait 1 ou 2 points, ou peut-être même 0, je sais plus. Catastrophique. Non, ils ont fait quelques points. 1 ou 2 points en tout cas. Ouais. C'était pas fou. Voilà. Ils vendent, tu vois, un peu comme l'Atalanta aussi à l'époque, ils vendent chaque année quelques joueurs. Là, cette année, il y a eu Endeuil, il y a eu Bokema. Sam Bokema pour 30 millions quand même, ouais. Joli petit Sam. Qui est une référence en défense chez eux. Il parle de Zanoli. De Napoli. Zanoli, ouais. Dans l'échange, ouais. Ce serait, Bon, lui, c'est plutôt un ailier, sauf erreur. Ouais. Donc pas le même poste. Mais ils ont pris Martin Vitic, qui... sur Football Manager, en tout cas, est une pépite. Okay. Donc, pour tous les joueurs, je vous le recommande. Les conseils. À voir. En fait, ils ont toujours leur philosophie au-delà de philosophie de jeu, c'est même philosophie de gouvernance de club, en fait. La stabilité. C'est très important dans le foot, au final. Exact. Et puis un projet à long terme. Le projet, il n'est pas viable sur 2-3 ans, il est viable sur 10 ans. Ouais. Donc, un peu comme l'Atalanta. Pour toi, Michael, en 2 mots, est-ce que Bologne... Je pense la même chose. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ils ont un projet. En fait, sur plusieurs années maintenant, ils proposent déjà un bon jeu. Avant tout, c'est surtout ça, moi, qui me plaît plus. Et puis après, malgré le fait que chaque année, ils ont transféré des joueurs où je me dis, là, c'est quand même un gars qui a fait la différence. Faire ces choses-là. Comme là, un défenseur central qui part, Endeuil qui part, enfin des trucs comme ça.
je pense que là, il y a moyen qu'ils fassent encore quelque chose. Un coup. Moi, personnellement, je vois Bologne et je trouve que c'est une bonne équipe. Ouais. Je vous donne un dernier outsider. Outsider, pardon. Ouais. La Fiorentina. La Fiorentina qui récupère Stefano Pioli comme coach. Arrivée du Suisse Simonson, de Fagioli, de Gudmundsson, de Fazzini et de Gossens. Ouais. Bon, Gossens, Fagioli et puis ceux que tu as cités juste avant, ils étaient déjà là cet hiver. Super. Non, mais c'est intéressant. Gossens, quand même, ça reste un bon joueur. Et voilà. Le gros transfert, c'est Pioli. Parce que la Fiorentina, j'ai l'impression que la Fiorentina, chaque année, elle arrive à un plafond de verre qu'elle ne peut pas exploser, aller plus haut. Ça s'arrête à la 7e, 8e, 6e place. Ça n'arrive pas à aller plus haut. Est-ce que c'est l'année de la Fiorentina cette année? Pour gagner le titre? Pour aller plus haut, en tout cas. Pour viser les 4 premières places, par exemple. Vu la concurrence, je pense pas. La concurrence est dure. Hein. Ouais, vu la concurrence, je pense pas. Après, ils ont déjà annoncé, en tout cas Pioli l'a annoncé aux joueurs et l'a annoncé publiquement, c'est que l'objectif c'était d'aller finalement gagner la Conference League. Ah, après 2 finales. Après 2 finales et une demi-finale. Ouais. L'objectif c'était finalement d'aller la gagner. L'objectif. Et je pense en vrai que c'est plus probable ça qu'ils gagnent plutôt que de gagner la Serie A qui reste plus. C'est vrai que cette année la Serie A elle est dense. Hein. Il y a beaucoup de clubs. Ouais, j'ai envie de te dire chaque année. En fait, chaque année, mais j'ai l'impression que là cette année, tout le monde s'est bien renforcé. C'est ça. À part quoique. Et puis surtout, il y a des clubs qui émergent, tu vois. Genre, il y a 3-4 ans, à Bologne, c'est aucune idée de ça commence. T'as un Atalanta qui est installé. Mais là, ça confirme. Là, c'est champion d'Italie, Coupe d'Italie. Tu vois, là, il y a Como aussi qui arrive et qui, pour moi, vont faire mal à beaucoup d'équipes. T'as un Atalanta qui est installé depuis un moment avec les mastodons qui sont l'Inter, la Juve, Milan, etc. Après, je sais pas, moi je le vois un peu comme voilà, c'est ce à quoi je suis habitué depuis tout petit. Même quand j'étais gamin, je lisais les bouquins là, qui nous parlaient des transferts, de la nouvelle saison, du nouvel entraîneur, nanana. Et à chaque fois, il y a les mêmes rites en fait. C'est la Rome, la Lazio, la Fiorentina qui se renforce bien. Et puis on parle de titres pour la Rome très souvent. Ouais. La Juve, c'est sans discussion, c'est en haut. L'Inter et le Milan, c'est en haut. Et puis après, derrière, tu as les autres qui suivent. Et chaque année, ils ne font pas la différence. Donc chaque année, en fait, ce plafond de verre, ils n'arrivent pas à le passer. La Fiorentina. Hein. Ouais, la Fiorentina. Et tu pourrais mettre ça pour la Roma aussi, finalement. Tu pourrais mettre ça pour la Roma et la Lazio. Alors, globalement, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a quand même une exception qui est Naples. Ouais. Naples, on disait pareil de Naples aussi chaque année. Et finalement, sur les 3 dernières saisons, ils gagnent 2 championnats. Combien de temps ils ont mis à y arriver, tu vois, le président, depuis qu'il a repris en 2001, sauf erreur, De Laurentiis, ça a quand même mis une vingtaine d'années pour arriver au premier titre. Et je vous rappelle que l'Atalanta, malgré tous les bons résultats depuis ces 6-7 dernières années, ne l'a pas gagné non plus. Non, mais tu vois, genre, ils ont gagné une Europa League. Et tu leur demandes, est-ce que tu préfères gagner l'Europa League ou le championnat? C'est sûr que Coupe européenne, hein, franchement. Après, ça dépend des cultures hein, dans les pays. Hein. Il y a des... En Angleterre, ils préfèrent la première ligue. Pas méchant, je le dis pas méchamment, mais c'est peut-être un peu trop égocentrique. Ouais. Honnêtement, moi, je suis fan du Milan. On m'a toujours dit, et depuis tout petit, au Milan, on préfère gagner la Ligue des Champions. Bien sûr. Tu gagnes contre tous les clubs du monde, enfin d'Europe, plutôt que gagner le championnat où tu gagnes juste dans ton pays. Très belle transition. On va ouvrir le dossier AC Milan. Moi, j'aime bien l'AC Milan. Quand j'étais petit, j'étais fan. Beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens aiment ce club-là. Et ce club va pas très très bien, finalement. Pas de compétition européenne cette année. L'AC Milan a terminé 8e la saison dernière en Serie A, a terminé a perdu en finale de la Coupe d'Italie. Là, c'est Milan qui a un peu tout chamboulé cet été, j'ai l'impression. Avec Redbird, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si je ne trompe pas, hein, qui sont là depuis 3 ans maintenant? 3-4 ans? Ouais, 3 ans maintenant, ouais. 3 ans. Il y a eu un projet qui a... Enfin... Ça a fonctionné jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, on a commencé avec Fonseca, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, Conceição. Ouais. L'équipe n'a pas fonctionné. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'on met un coup de botte et on ramène Allegri. Ouais, mais même au-delà de ramener Allegri, ils ont enfin ramené... Le directeur sportif. Exactement. Même le président, c'est le même ou il a aussi changé Non, le président, c'était toujours le même, mais là, ça parle d'un retour de Galliani. Ok. Galliani qui était le bras droit de
Berlusconi, oui. À l'époque du Et Grand là, Milan. donc, ils ont le nommé Ilia Tare. Exact. Et juste ça, parce qu'on n'avait plus de directeur sportif depuis Maldini. Hein. Donc, ça, 1 an et demi ou 2 ans sans directeur sportif. Donc forcément, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas déjà à ce niveau-là. Ça a finalement été réglé et on attendra de juger. C'est à la fin qu'on jugera. Mais dans ce qu'on voit, le mercato paraît assez cohérent. Le mercato est intéressant, par contre. Ça, c'est clair. Je te donne juste les arrivées avec Samuel Ericchi du Torino, Luka Modric du Real, Ardoni Achari, qu'on connaît bien en Suisse, Pervis Estupian de Brighton, Pietro Taracciano et Conny De Winter de Genoa et Zachary Akateme qui vient aussi de Young Boys. Berne, quand même des départs. Hein. Reinders, le départ, ça fait mal. Ce qui fait mal, c'est surtout le prix. Parce que il le 55 millions d'euros environ. Ouais, plus 15 de bonus. Mais en fait, ce gars-là, il jouerait dans n'importe quel autre club au monde. Il partirait pour vraiment 80 millions. Enfin, quand je vois qu'on a vendu des Tobey Maguire pas Tobey, le défenseur de Manchester United, Maguire. À 87 millions, 80 millions. Et je vois qu'on vend ce gars. Même Tonali, c'est Tonali qui Tonali aussi, 70. C'est pour 70 millions, ouais. Et le gars, là, il fait. Lui, il a 55 millions, ouais. Non, petit Gianni Reiner, un vrai bon joueur. Hein. Et il marque encore ce week-end. Je sais pas s'il fait un assist, mais je sais qu'il marque. Et homme du match, d'ailleurs, je crois, ce week-end. Oui. Le gars est juste vraiment très, très fort. Ils font juste une plus-value de fou parce qu'ils l'ont acheté 20 millions à l'époque à Feyenoord et ils leur vendent pour. 55 plus 15. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Environ. 70. Mais tu pouvais en prendre minimum 20, voire 32 plus. Et c'est ça qui fait jaser à Milan, c'est que le fait de l'avoir perdu, c'est chiant, c'est problématique, mais ça peut se comprendre. Mais le fait de l'avoir perdu pour si peu, ça passe pas. Milan a perdu de sa superbe. Maintenant, sûr. le but, c'est que... j'ai l'impression que ça fait beaucoup d'années qu'ils essayent de redevenir un club... stable. Et en Europe, ils sont revenus en Europe un petit peu, mais là, ça retombe. On avait fait demi-finale de Ligue des Champions. Il y a, d'ailleurs, on bat le contre en quart de finale. Et après, on fait demi. Ouais. Et puis, exact. Mais tu vois, c'est là l'été où justement Tonali part, Maldini part, parce que Maldini veut aller plus loin. Redbird veut faire du trading. Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir de là, ça a fait wow. Redbird, finalement, on peut pas faire du trading avec l'AC Milan. Malheureusement, j'ai envie de te dire qu'ils peuvent, ils le font en tout cas. Ouais. C'est juste que ça conteste très très souvent. Ça conteste très souvent et tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vas sur les pages du Milan et tout, ça conteste H24, ils sont devant le siège. Exact, le siège, merci. À crier, à contester la direction, à ressortir. Je sais pas si tu as vu le dernier match de championnat qu'il y avait eu. En gros, la tribune, c'est vidé. Alors, elle s'est vidée, mais avant de se vider, elle a laissé un immense message, en gros, cassez-vous. Et puis après, ils se sont tous barrés. Ouais. Et tout le match, il n'y a pas eu de chant, pas d'ambiance, rien. Et en gros, ils avaient juste un immense message, cassez-vous. C'est la crise. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'avec le recrutement que tu vois, avec maintenant l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, il y a quand même Allegri qui arrive comme coach. En parler un petit peu. Allegri, c'est pas le chantre du beau jeu, c'est plutôt la tactique froide. Et... quand même une direction. C'est-à-dire que tu as un directeur sportif, tu as un entraîneur qui est affirmé en Serie A, qui a gagné. Ok, le style de jeu n'est pas flamboyant, mais tu peux arriver à quelque chose, à donner une direction. Et je pense que le Milan, c'est ce qu'ils ont le plus besoin maintenant, c'est d'un truc stable. D'arrêter tous ces changements. Et puis, dès le moment où ils auront trouvé cette stabilité, que les fans vont aussi commencer à revenir au stade, espérons-le, parce qu'un stade sans. Bon, hier, il y avait pour la Coupe d'Italie 71 000 personnes. Oui, ça reste un club très populaire, là, c'est Milan. Ouais. Mais je dis, là, en termes de résultats, maintenant, l'objectif, il est clair, c'est Champions League ou rien. L'objectif, il est clair, c'est Champions League ou rien. Parce qu'en fait, ils ont remarqué que déjà, tu perds beaucoup d'argent quand tu joues pas avec des champions, mine de rien. Et que cet argent, il le faut, quoi, si tu veux rester. Parce que eux, leur but, c'est pas de dépenser des millions, des milliards. Enfin, c'est pas de faire une PSG, par exemple. Je critique pas sur le modèle PSG, il n'y a pas de souci, ça leur a bien apporté. Mais le but, c'est pas de dépenser 2 milliards pour gagner une Ligue des Champions. Le but, c'est d'être financièrement dans le vert, tout en ayant des résultats. Ouais, parce que Redbird, finalement, c'est un fonds de pension américain. C'est les retraites des Américains, etc. Donc, ouais, puis ils sont très diversifiés, mais oui, c'est ça. Mais ils placent leur bise sur des choses qui sont rentables. Et donc, ils doivent
fait en sorte que l'AC Milan devienne rentable. Exactement. Alors qu'on sait que dans le foot, C'est un rare. club n'est pas si rentable que ça. Ouais. Quoi. Mais là, Tu veux faire de l'oseille, je te conseille pas d'acheter un club de foot. ouais, par exemple. Ou alors t'en fais un club Ou alors trading. t'en fais un trading, ouais. Et À là, ça l'époque, fonctionne. si tu voulais des voix, tu prenais un club de foot. C'est ce que Berlusconi avait fait avec le Milan. Il avait récupéré un club qui fonctionnait, qui avait quelque chose, qui avait une histoire, et il en avait fait encore quelque chose de plus grand en investissant Bon, aussi. il les récupère quand ils sont dans le mal, le Milan. Après, Ouais. ils descendent en série B, etc., etc. Il les récupère et là, il commence à monter, à gagner. Enfin, il commence à acheter. En gros, c'était l'équivalent d'un, j'ai envie de te dire, d'un Paris ou d'un Real. Ouais. Très à l'époque où ils arrivent et puis ils font toi t'es une star, bon on t'achète, toi t'es une star, toi on t'achète, et puis ils achètent que des stars et finalement tu te retrouves avec une équipe monstrueuse. Berlusconi, vous savez en quelle année il 89 ou 86 89, 86. 86, Parce qu'après, il 89. va y avoir l'époque Arrigo Sacchi. Tu vois. Ouais, On va bah, remettre en alors place le- 86 parce qu'Arrigo Sacchi c'est 89-90. C'est ça. Donc c'est finalement 3 ans après. Quelques années après, ouais. Mais tu regardes, il a acheté Rijkaard, il a acheté Van Basten, il a acheté Gullit. C'est des joueurs qui ont réussi. En fait, on a réussi à en faire quelque chose, contrairement au Paris Saint-Germain, comme tu prends comme exemple, ou avec Neymar, Mbappé, Messi, surtout cette année-là. Ouais. Tactiquement, Mais c'était tu sais compliqué. pourquoi? Parce que j'avais lu une interview justement de Berlusconi et puis même de Maldini, enfin d'anciens joueurs de cette époque, où Arrigo Sacchi, quand il prend le club, il vient de Parme. Mhm. Quand il prend le club, il fait difficile au début, il fait des résultats justement pas fous. Ouais. Alors qu'il a une équipe sur le papier assez forte. Et à la mi-temps d'un match, ou à la fin d'un match, il y a Berlusconi qui descend et qui leur dit les gars, c'est simple, c'est soit je vous vire tous, parce qu'Arrigo Sacchi va rester ici, donc c'est soit vous partez tous, soit vous vous pliez aux ordres du coach. Et dès qu'ils ont commencé à faire et à écouter le coach, l'équipe elle est montée en puissance, ils ont tout gagné. Mais tu vois, la différence c'est qu'il y avait un président qui était fort. Ouais, c'est ça. Arrigo Sacchi, c'est 86 à 91. Donc en fait, Ouais. il arrive avec Berlusconi, Sacchi. Ouais, quasiment, je crois peut-être un an après, du coup. Ouais, mais ouais. ouais. Et donc après, ça va donner ce que ça va donner. Et ensuite, il y a les années 90. Là, c'est Milan. Il y a une victoire 4-0 en finale contre le Barça. Ouais. Enfin, ça roule Ouais, un puis peu sur surtout, il y l'Europe. a finale 92, 93, 94. Ouais. Ils font 3 finales de Ligue des Champions de suite. Donc tu regardes en gros de 89 à 94, ils ont 4, 5, 6 finales. Je sais pas exactement, je sais pas compter, mais 4 finales, je crois. Alors, il a gagné en 94, finaliste en 93 et 95, effectivement. Ouais, 95, voilà. Tu vois. Et puis ils font 89, 90 où ils gagnent. 89, 90. Donc de 89 à 95, tu as 5 finales de Ligue des Champions. Ouais. Que tu pourrais potentiellement gagner, tu vois. Il y en a d'autres qui seront gagnés un peu plus tard aussi. Ouais. Mais ouais. Non, quel club là, c'est Milan. Historiquement, ouais. C'est un pilier du foot italien. C'est un club qui a influencé aussi par sa culture et par son aura le foot en général. Par À leur l'étranger, jeu. hein. Et Enfin, à Tu sais, moi, ce qui l'étranger. me fait toujours rire, c'est qu'aujourd'hui, on voit toujours beaucoup d'enfants, maillot Barça, Real et tout. C'est très à la mode et je comprends, voilà. Mais quand on regarde le nombre de Ligue des Champions, le Milan, ça reste toujours, malgré qu'ils n'aient pas gagné depuis 15, 20 ans, depuis Ah, c'est 2007 le la deuxième, dernière, hein. ça reste le deuxième club avec le plus de Ligue des Champions. Ouais, avec 7. Barça ou Barça, Bayern 6. est à 6. Bayern 6 et Barça 6 aussi, je crois. Ouais, je crois. Les deux sont à une. Non, Peut-être Barça pas 5. le Bayern. Je crois Barça 5, Bayern 6 et Liverpool 6 aussi. Je vais aller te confirmer Sauf ça. erreur, c'est ça. Liverpool 6, Bayern Ouais. 6 et Barça 5. Mais en même temps, l'AC Milan, enfin, moi j'ai grandi dans les années 90 aussi. Je suis un petit des années 90, j'ai vu l'AC Milan. C'est un maillot qui me fait encore quelque chose. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais, mais à nous, tu vois, qui sommes de l'ancienne génération, C'est on va ça. dire. Comme le Aujourd'hui- maillot du Barça va faire quelque chose aux petits de maintenant Exact. quand ils seront plus grands. C'est Exact. clair. Mais ouais, non, ça c'est clair. On aime voir un AC Milan au top. C'était surtout du beau jeu. Aussi. Moi, je me souviens, c'était des matchs où si tu prends les joueurs, tu avais des Baresi, tu avais des Maldini qui ont fait leur carrière dans ce club. Et tu regardes les derbies, tu regardes même les matchs de championnat, l'intensité. Tu avais des gens, cette impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a l'amour du maillot comme ces gens avaient l'amour du maillot. Mhm. En fait, ils le mouillaient. Et c'est pareil on pourrait aller sur l'équipe nationale italienne maintenant avec ça. Hein. Est-ce que les gars sont là pour mouiller le maillot, pour faire des followers? Ça, tu ouvres C'est un un autre débat débat, philosophique. Ouais, ça, c'est un autre problème. Et là, Que maintenant, l'amour si on du voit, maillot. le Milan, ça a toujours été quelque chose d'incroyable. Et puis on va prendre l'Inter avec aussi, parce que dans les derbies, on a vu des choses incroyables dans des stades à 100 000 personnes quasiment. À l'époque, le C'est- derby de la qui- Madonnina. qui ramène de l'intensité dans des villes comme le derby romain, qui est aussi un truc incroyable Effectivement. à voir, d'intensité. Rien qu'avec le public. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, je trouve. Le Milan, moi, je voudrais qu'il reprenne de sa superbe pour ramener aussi le football italien sur le devant de la scène, parce qu'il n'y a que le Milan, l'Inter, la Juve aussi, évidemment. Mais Ouais, mais tu vois, la Juve, j'ai l'impression qu'elle a une aura moins internationale. Elle Moins est plus, internationale ouais, dans le sens où elle est soutenue
pas plus d'Italiens ou de gens de la diaspora italienne. Ouais, Là où Milan et l'Inter, j'ai l'impression que c'est plus des entre guillemets, c'est une impression, hein, je sais pas si c'est vrai, c'est difficile à prouver ce que je veux dire. C'est plus des étrangers aussi, je veux dire. Tu vas en France, tu vas chez nous en Suisse, Oui. peut-être même en Allemagne ou en... Je Milan, suis ça parle, il y a des supporters du Milan. clairement d'accord. Bon, Là déjà, où peut-être la Juve, il y aurait un peu moins, je sais pas. Après, il y a une Parce énorme que- diaspora italienne aussi. parce que nous, quand on était petits, justement, c'était le Milan qui nous arrivait. Genre, C'est ça. le jour, j'étais avec des potes et on se refaisait la composition de la finale 2005 qui perdent contre Liverpool, Ouais, quand ouais. ils gagnent 3-0, puis finalement, ils Quelle perdent. équipe Voilà. incroyable. Tu regardes chaque joueur, c'est un All-Star. Ouais. Genre, c'est un All-Star. T'as quoi? T'as Maldini et Nesta en défense? Non, il y a Stam. Alors, il y a Stam. Maldini, Stam, Nesta, Cafu, Cafu. Dida au Star. but. Dida. Pirlo, Sidorf, Gattuso, Kaka. Ça va l'équipe. Et puis devant, t'as Crespo, Shevchenko. Voilà. Ouais. Crespo, Shevchenko. Ouais, c'est ouais. incroyable. Et puis quand Crespo sort, ça reste Inzaghi qui Ouais. rentre. Enfin, t'as une équipe All-Stars. Alors Tu qu'en vois, face, ils sont champions avec Jimmy Et- Traoré. Hein. Ils sont champions avec Oliver Carragher, avec Carragher, Ipia, avec Ipia. Traoré, Il y a effectivement. Owen aussi encore, non? Non, Owen, il Non, il est n'y plus a là. plus Owen. Owen, il est déjà parti au Real. juste, ouais. Puis après, je sais pas où il est Ouais. parti. Après, évidemment. Il y a Xabi Alonso, il y a Gerrard, effectivement. Gerrard. Mais tu regardes, tu compares les équipes. J'étais avec un pote de Liverpool, justement, enfin, fan de Liverpool. On comparait deux équipes. Il me dit, mais je comprends toujours pas comment on a gagné. Ouais, bon, après, ça, c'est un match hors du temps. Oui, ça c'est un match. Voilà. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est quand nous on était petits, bah, que tu voyais le Milan, t'as des étoiles dans les jeux. Ouais. C'est une équipe All-Stars. Clairement. Je vous donne juste, on se pose la question, c'est AC Milan est toujours avec 7, mais effectivement, le Bayern Munich est à 6, Liverpool 6 et Barcelone 5. Ouais, voilà, c'est 6, Champions 6, 5. League. C'est quoi votre top 6 de Serie A? Wow. Qui est champion? Alors, on va y aller. moi, Qui est champion? pour moi, je veux que Naples confirme. Naples champion pour toi. Naples, je veux qu'il reconfirme, même si je vois que ça va être difficile, mais je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. Deuxième, j'aimerais que ce soit l'Atalanta. Oui. Derrière, je vois l'Inter et ensuite Bologne. Ouais. Le Milan qui va arriver à quelque chose et la Juve. Ok, tu mets loin la Juve. Hein. Mais loin la Juve, ouais. Et même Pas le de Milan, club romain. n'oublie pas que le Milan, ils ont qu'un match par semaine. Hein. Ouais. Ouais, Une mais fatigue. C'est vrai. Il n'y a pas. je vois quand même ça. Et puis les clubs romains qui suivent derrière, la Fiorentina. ça passe aussi. toujours pas ce fameux Non, plafond de verre. non, pour moi, ils vont commencer Et fort. comme Rome, Lazio, Comme. Rome et Fiorentina, ils commencent fort. Ils vont faire, je pense, sur les 10 premiers matchs, quelque chose de bien. Puis après, à mon avis, vu la profondeur de banc, peut-être, c'est mon avis. Hein. Je les ai pas vus en pré-saison, donc je suis mal placé pour parler, mais je pense qu'ils vont ralentir. Et ce qui va être l'inverse des grosses machines qui vont commencer doucement et partir ensuite. C'est ce qui me semble avoir vu sur ces dernières années en Serie A, sur les 10 premiers matchs en tout cas. pour toi, Nico, petit top 6 là, comme ça. Ouais, top Tu 6. nous l'envoies, là. Ouais, un Naples-Inter qui va se battre pour le titre. Je Ouais. pourrais pas dire l'ordre. Je vois bien Milan 3e, justement, vu qu'ils n'ont pas les matchs. La Juve en 4. Et après, je mettrais quand même Rome, Bologne, Como. Et après, Fio et Lazio. Fiorentina. Ok, Lazio. Ok. Oh, personne ne met la Roma dans une top 4. En fait, ça passe ou ça casse. Ouais. C'est soit ils ont la patience et puis du coup, ça portera ses fruits, soit Gasperini, il mange pas le panettone, on le vira en décembre, quoi. Ouais. Je les vois un peu courts au niveau de l'effectif sur Ouais. la longueur. Et vu qu'il vient d'arriver, mettre le système en place, avoir un effectif comme ils ont là, Non. je pense qu'ils vont arriver. S'ils arrivent à maintenir le départ fort qu'ils vont faire, je sais qu'ils vont partir fort. S'ils arrivent à le maintenir, là, alors on reparlera après 10 matchs, on peut en reparler, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Ok, très bien. Moi, je mets une petite pièce sur la Roma. Petite surprise. Champion. Ouais, je comprends. Je comprends. Totalement. Après, pour le reste, ouais, ça va se tabasser entre Je te dis, Inter, Napoli et la Soit Juve. ça passe, soit ça casse la Rome. Ouais. Ça peut très bien passer et tout déchirer, comme ça peut très bien s'effondrer au bout de 10 matchs parce que. Mais c'est ça la beauté de la Serie A aussi, c'est que les cadors, au final, comme la Juve l'a beaucoup fait, hein, ils commencent pas top et puis au final, c'est eux qui finissent champions parce qu'ils sont cyniques. Mais commencent pas Cynique, c'est que forcément le prénom fort. avec la Juve. Ouais. Et on voit des clubs là qui montent les 10 premiers matchs. On est tous là, mais cette année, c'est leur année. Cette année, c'est leur année. Puis après, sur la longueur, tu vois, il y a la Juve qui est passée devant et puis ils ont gagné. Ou comme le Milan a pu le faire ou l'Inter a pu le faire aussi. C'est ça aussi le titre Classique. des grands clubs. Classique. Très bien, merci les gars. Alors, on va passer à notre prochain sujet où on va se focus sur Grasshopper Club de Zurich. Et on accueille dans Dribble notre premier invité spécialiste de Grasshopper qui intervient souvent dans le podcast Zarsfoif. J'ai nommé Lucas. Salut Lucas. Salut Bijan, salut les gars.
Comment ça va? Merci pour votre invitation. Mais merci à toi de nous éclairer sur le club qui a gagné le plus de titres en Suisse, Super League. On rappelle combien? 27? 27, oui, 27 championnats et 19 Coupes de Suisse. Oui. 19 Coupes de Suisse, c'est pas mal. Hein. Je sais que Getse a aussi le record de nombre de finales perdues avec Servette, à savoir 12 en finale de Coupe. Ça, c'est un record un peu moins glorieux. Mais bon. Un peu moins, Qu'est-ce que vous voulez? Ça va bien, Lucas, alors? Oui, ça va avec moi, avec Getse, oui. Très, très difficile au moment. On ne sait pas vraiment avec la forme où ça va aller cette saison. Ouais, on va y aller petit à petit. Déjà, est-ce que tu peux nous parler des propriétaires de Getse, puisque je sais que ça a changé, ça a beaucoup changé ces dernières années, jusqu'à arriver à maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui ils sont? Oui, maintenant, c'est Los Angeles FC qui sont nos investisseurs, qui est notre investisseur depuis 2 années maintenant. Et oui, avec eux, il y a Stacey Jones qui est maintenant notre présidente. Il y a aussi, si on recherche ça un peu, il y a aussi on veut dire, c'est comme un multi-club ownership ou c'est un joint venture entre LAFC et Bayern Munich. Alors, eux, ils sont des partenaires. C'est aussi la raison que Getse maintenant a aussi des talents de Bayern, des jeunes joueurs de Bayern qui jouent pour nous pour 1 année ou 2 pour se montrer et tout ça. Et oui, ils sont là maintenant depuis 2 ans et oui, c'est Ça fait 2 ans déjà? Ils sont là déjà. Oui, et 2 fois on était en barrage, alors les fans ne sont pas trop contents. Alors c'était vraiment, quand ils étaient arrivés, on était vraiment optimistes. On a dit, maintenant on a un investisseur avec beaucoup d'argent qui va maintenant faire des investissements en première équipe et tout ça, mais ça, c'était pas vraiment le cas. Et les 2 saisons maintenant, on a joué Les en barrages. barrage et on était vraiment, et spécialement la dernière saison, c'était vraiment proche. Si les derniers matchs contre St. Gallen et 1-1, on est en Challenge League. Alors, effectivement, ouais. Oui. Est-ce que tu sais déjà quelle est l'ambition de ces nouveaux investisseurs pour Grasshopper? Oui, alors au début, quand ils étaient arrivés, ils ont dit oui, on va investir pour gagner, mais ça, c'était pas vraiment le cas. Ils ont dit oui, ils veulent faire step by step, lentement pour créer des structures à Getse qui étaient pas vraiment là. Les dernières années, si on regarde les structures des clubs, on n'a pas vraiment beaucoup de gens qui travaillent là. Si on compare ça, si on fait la comparaison avec Bâle, eBay ou même Servette, maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent au club parce que, oui, on a toujours un déficit de 14 millions de francs chaque saison. Et oui, ils ont dit il faut le faire lentement, step by step. On va faire des petits investissements. Il faut on va réduire ça La masse salariale, c'est 14 millions, oui, mais le déficit, tu veux dire? Bon, oui, c'est difficile comme ça. C'est comme à l'économique. Si tu veux faire, c'est comme avec UBS qui a maintenant acheté le Crédit TS. Suisse. Il faut que tu investir de l'argent. Ouais. Et c'est le même avec Getse. Si tu dis OK, je vais maintenant acquérir Getse, il faut que tu donnes l'argent en avant pour faire ce changement, pour que ça sera un changement très bien. Mais maintenant, avec ça, step by step, parce que ça va toujours être la même chose. La prochaine année, ils vont encore payer 14 millions et en 2 années, ça va encore, ça va être Je vois pas comme ça. Alors,
Tu vois pas le bout du chemin. Alors, c'est pas vraiment un plan pour moi qui est vraiment. Et c'est aussi après le barrage contre Aarau, il y avait une conférence de presse où, avec Alain Souter, le nouveau directeur sportif, et Harald Kärtner, qui est le chef de ce multi-club ownership, de ce joint venture Red and Gold entre Bayern et LAFC, où Alain Souter, il a dit oui, Gaëtier va avoir un budget pas très grand, on n'a pas vraiment l'argent pour acheter des joueurs, des joueurs qui ont peut-être déjà un peu plus d'expérience. On veut travailler avec les jeunes et tout ça. Alors si on parle là de budget, c'est presque le budget de Winterthur ou Thun, ou même Thun, oui. Ouais, c'est pas beaucoup pour un club comme Getse. Oui, c'est pas beaucoup, et aussi c'est pour ça que beaucoup de fans étaient vraiment déçus, parce que maintenant on va parler de ça peut-être plus tard, mais maintenant on a perdu beaucoup de joueurs. Alors beaucoup de joueurs qui étaient encore là, qu'on avait encore des investisseurs des investisseurs chinoises. Ils sont partis maintenant, et normalement, s'il y a beaucoup de joueurs qui partent, il faut aussi que tu renouvelles. Que tu fais les investissements dans une première équipe, et ça, c'était pas vraiment le cas, et c'est pour ça que beaucoup de fans étaient vraiment déçus. Et il y avait aussi un changement. Maintenant, on a aussi un nouveau, ça veut dire CBO, qui est Christophe Fourer. Il était aussi dans notre podcast, il était aussi là. Et CBO, ça veut dire qu'il est responsable pour recruter des sponsors nouvelles et pour ramener de l'argent. Le commerce en général. Oui, exactement, parce que c'est aussi là où Gaëtier avait beaucoup de problèmes. Si on voit les chiffres de SFL, en commerce, il y a même Yverdon ou Winterthur qui ont plus de sponsors que Gaëtier. C'est triste pour un club comme Gaëtier. Oui, c'est un triste, grand club suisse qui est... D'ailleurs, je rappelle celui qui a gagné le plus de clubs. Tu voulais poser une question, Oui, je voulais Michael poser une question. C'était simplement. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a aussi, avec ces nouveaux investisseurs, un problème d'identité, dans le sens où on a des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas forcément le club, qui ont lu ça sur un papier. Et aujourd'hui, on veut investir dans les jeunes, mais est-ce qu'on se donne réellement les moyens d'investir, et est-ce que réellement on met assez pour redorer l'image du club? Il faut dire, ils ont aussi fait beaucoup. Maintenant, on a notre lieu maintenant et plus dans le campus à Niederasli, dehors de Zurich. C'est maintenant vraiment dans la ville. Mais quand même, il y a quand même, oui, c'est comme tu as dit, il y a quand même un problème avec ça, avec l'ancrage local. Identité. Oui, exactement. C'est ça ce que Servette a fait bien maintenant, et c'est ça ce qui manque Gaëtier, en fait. C'est ça ce que notre rival a fait plus. Le FC Zurich, tu parles? Les dernières années. Oui, c'est ça ce qu'ils font. Désolé de te dire le nom. Oui. Non, pas de problème. Non, mais c'est vraiment ça. On a vraiment un manque d'identité. C'est comme tu as dit, c'est encore une fois les investisseurs de l'étranger qui ne connaissent pas vraiment la Ligue de Suisse. Ils ne savent pas comme beaucoup de choses marchent. Alors, ça... tu as besoin de temps aussi pour ça. C'était aussi un peu un problème, parce que le directeur sportif qu'on avait eu avant, Stefan Schwarz, il n'avait pas vraiment un job les dernières 5 années. Il était aussi un Allemand. Et en fait, tu es directeur sportif dans un pays que tu connais pas bien. Tu connais pas vraiment, où tu connais pas vraiment la ligue ou les joueurs, et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça, oui, maintenant avec Alain Souter, c'est un peu différent, aussi avec le nouveau CBO, mais c'est quand même, c'est ça ce que je veux dire, c'est vraiment lentement, et pour Gaëtier, ça va être vraiment difficile si tu as
un changement constamment dans la première équipe, dans le management et tout ça. Et ça, c'est pas vraiment bon pour Getse. Et aussi avec les fans qui sont vraiment déçus. On a déjà un problème avec les spectateurs qui viennent pas parce qu'ils sont vraiment déçus avec les choses qui... les nouveaux investisseurs. Parce que tu as parlé des investisseurs, Lucas. Il y a Getse, finalement, ça fait des années que presque tous les 2 ans, vous changez de propriétaire. Et en fait, ça fait que faire perdre du temps à ce club-là qui finalement végète un petit peu en fin de classement et n'arrive pas à faire mieux que se maintenir. Oui, et pour moi-même, ça c'est aussi inexplicable pourquoi c'est comme ça avec le Chinois. Après, ils avaient aussi ils ont aussi perdu l'argent. Alors Fosun, qui sont aussi où ils étaient aussi propriétaires de Wolves. Et maintenant, mais avec les Américains, je comprends vraiment pas parce que tu as vraiment tu as des investisseurs. Si tu regardes sur le website de LAFC et si tu vois combien des investisseurs sont là, tu sais que c'est pas vraiment un problème avec l'argent. Je sais pas vraiment ce qui est le problème. Peut-être c'est aussi qu'ils étaient aussi un peu choqués avec les problèmes qui sont à Getse, économiques, les dettes et tout. Ça. Mais quand même, moi, je comprends pas parce que les chiffres sont toujours, chaque année, tu vois les chiffres, que tu vois qu'il y a tu as le déficit que tu dois payer chaque année. Et c'est pour ça que je comprends pas. Pourquoi tu achètes un club si tu veux pas investir dans un club? Et c'est ça ce que je comprends pas vraiment. Et oui. Vas-y. Il a été racheté combien le club, tu sais? T'as les chiffres? Les chiffres, combien ils ont payé pour Getse? Combien ils ont payé pour Getse? Non, ça, on ne sait pas. Okay. Comme beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraiment... Nous, non, on sait, par exemple, on ne sait aussi pas combien d'abonnements on vend chaque année. Oui, ce n'était pas communiqué. Okay. Ça, c'est aussi un très grand problème avec Getse, que la communication est vraiment pas vraiment bien à ce moment, ou pas. Surtout quand on parle d'argent. On va dire. Parce que ce que tu me décris, ça me paraît quand même être un club trading de joueurs un peu. C'est-à-dire, on va chercher la petite pépite et puis on va la revendre à 15-20 millions, on se fait de l'argent et puis réglé. Et les résultats sportifs, ils sont secondaires. J'ai plus l'impression que ça se dirige dans cette direction-là, vu comment tu décris. La vraie question, c'était quel est le projet, en fait, au final, de ces nouveaux investisseurs? Est-ce que c'est comme il dit Nico, c'est du trading au final? Ça va finir comme ça pour Getse? Oui, ils ont. C'est un peu comme ça, oui. Il y a les joueurs de Bayern qui peuvent se montrer dans la plus haute ligue en Suisse. Aussi, oui, quand même, des joueurs qui peut-être que tu peux vendre maintenant. C'est comme maintenant Pascotti qui joue maintenant. Qui joue maintenant en Belgique, qui est parti, ou des autres joueurs. Ou Ndengue à l'époque. Qui était Ndengue, oui, ou Irankunda de Bayern. Il n'a pas vraiment joué à Bayern. Il était chez nous juste pour 6 mois. Et maintenant, il est allé à Watford pour 4 millions. Peut-être c'est ça la stratégie aussi. Mais ils disent toujours qu'ils veulent que Getse va monter peut-être step by step les prochaines années pour peut-être une fois jouer encore une fois dans les top 5 ou ça, mais c'est difficile quand même si tu as un changement constamment. Si chaque saison il y a 10 joueurs qui partent et 12 qui reviennent ou 12 qui viennent, c'est vraiment difficile. C'était aussi comme ça cet été. On a déjà parlé de ça, Bijan, de la dernière fois où on a fait un podcast. Et maintenant, c'était la même chose. Et c'est vraiment ça qui manque à Getse et qu'ils ont la stabilité. Pas vraiment... Oui, parce que maintenant, si tu regardes notre équipe, les seuls joueurs qui sont 30 ans ou plus, ce sont de Carly et Abrashi. Ouais, Abrashi, la légende de Getse. Oui, après tu as peut-être Arrigoni avec 26 et
mais sinon, tous les joueurs, ils ont moins que 25 ans. Alors, c'est pas vraiment une équipe où il y a beaucoup de, on va dire, joueurs qui stabilisent aussi ou qui qui peuvent motiver les jeunes joueurs. Peut-être si tu as une saison ou si tu as des phases dans la saison où ça marche pas vraiment bien. Est-ce que vous voulez poser encore une question sur tout ce qui est structure de Grasshopper avant qu'on passe au mercato et aux joueurs? Non, pour le coup, c'était pas forcément une question, mais c'est vraiment dans sa description. Pour moi, ça fait vraiment penser à un club trading. T'as que des jeunes joueurs et tu t'espères qu'il y en a un qui va percer, tu vas le vendre à 10, 15 millions, tu rends fou les dettes du club et ainsi de suite. En gros, un management un peu à l'américaine. Ouais, bah, c'est totalement ça. Et c'est du spectacle, tu veux vendre un truc, un produit qui est éphémère, et puis à un moment, ça pop, et puis super, tout le monde. Et en fait, on en voit de plus en plus dans le foot. Et quand il a parlé justement d'investisseurs américains, j'étais là, bon, ça commence déjà comme ça, quoi. Il pointe un sujet aussi qui est intéressant, mais aussi, est-ce que finalement, c'est pas l'avenir des clubs suisses, ces stratégies-là pour pouvoir vivre? Parce qu'en Suisse, les deux modèles qui marchent, c'est soit le mécénat, comme on peut avoir à Servette, on peut avoir à Sion, Lausanne, c'est plus ou moins du mécénat, même si c'est Ineos, ou typiquement des clubs de training comme là où se dirige Grasshopper Zurich, FC Bâle qui fait ça très bien. Young Boys, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux, mais parce qu'il y a une trésorerie. Ouais, donc est-ce que c'est pas l'avenir des clubs suisses? Après, moi j'irai encore plus loin que toi. C'est pour moi l'avenir d'énormément de clubs européens. Européens, carrément. Des petits clubs européens, finalement. Ouais, enfin, moyens. Parce que tu regardes, ça se développe et ça se démocratise dans tellement de championnats aujourd'hui, ce système de trading. Tu regardes en France, ils ont 20 ans, ils les vendent des 30 millions, 40 millions, ils ont fait 10 matchs dans leur vie. Et ça va devenir comme ça un peu partout. Ouais. T'en penses quoi, toi, Lucas? C'est aussi l'avenir, ce genre d'investisseurs et ce genre finalement de philosophie? Bah oui, c'est certainement comme ça. On a vu ça aussi. Oui, c'était une bonne avec Lausanne. Avec Lausanne, Ndoye qui est parti à Nice et tout ça. Oui, c'est certainement comme ça. Et quand même, c'est quand même la ligue de la Super League de Suisse. C'est pas une grande ligue. C'est une ligue où c'est pour le folklore, c'est pour les supporters que les gens viennent voir la Super League, pas pour le foot. Oui. Parce qu'il y a quand même, je sais pas si tu as déjà vu, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent de l'étranger pour aller voir des matchs à Bâle, des matchs à Zurich, des matchs à Saint-Gall, pour l'ambiance. Parce que c'est très paradoxal vis-à-vis de la Suisse, parce qu'on est tellement carré sur tellement de choses. Mais en Suisse, on a quand même, alors pas des hooligans, mais on a quand même des ultras, ce qu'il n'y a plus dans certains championnats. Et on a quand même des fumigènes, des drapeaux, etc., ce qu'il n'y a plus dans d'autres championnats. On a une scène ultra très très grande en Suisse. Pour la petite anecdote, je suis allé voir un derby de Zurich avec Lucas et j'ai fait le cortège avec les supporters de Getse depuis le Hartum, l'ancien stade de Grasshopper qui a été détruit. D'ailleurs, on peut en parler du Hartum avant de passer au transfert à Grasshopper. Je sais que pour les supporters de Getse, c'est quelque chose qui n'est pas passé, la destruction du Hartum. C'est difficile. Oui, c'est jusqu'à ce moment, c'est encore difficile. Oui, mais ça va aussi, c'est encore, oui, je dis ça, j'ai déjà dit, ça va être, le stade va venir en 2030 ou 2034. Ouais. Et c'est un stade que vous partagerez avec le FC Zurich aussi. Oui, exactement. Et eux, ils sont d'accord aussi de partir du Letzigrund. Avec les fans, tu sais, bon, je sais que tu les côtoies pas trop, mais moi, je pense que les fans préfèrent jouer quand même à Letzigrund, mais il sait que c'est, si on regarde ça dans un différent vue économique, on va dire, c'est plus mieux pour eux de aussi aller au nouveau Hartum, mais Canepa, le président du FC Zurich. Oui, il a déjà dit oui, on va aller au nouveau stade. Et ce sera un stade sans piste d'athlétisme, comme il y a maintenant au Letzigrund. Ce sera un vrai stade de foot, quoi. Oui, c'est ça, vraiment. C'est un grand foot. On a aussi comme ça, on a aussi des recettes économiques qu'on peut générer au nouveau stade. Maintenant, par exemple, si tu
ben, tu as vu ça, tu étais aussi à l'étime. Si tu achètes un bière, ça va pas être dans nos poches, ça va être dans les poches de la ville parce que, oui. Et les buvettes, elles sont exploitées par la ville de Zurich, elles sont pas exploitées par une société, par exemple, qui appartiendrait au FC Zurich ou à Grasshopper ou... Tout part à la ville de Zurich. Nous, on fait pas d'argent avec le catering. Coca, Ça, je savais pas. Oui, avec le catering, rien. Okay. C'est vraiment. Alors, ça, c'est déjà l'argent qui manque à les deux clubs. Et c'est pour ça que le stade est élémentaire. Si je savais, j'aurais pas pris de bière. Mais il y a des fans qui font pas ça. C'est comme Roman Kiersberger, le modérateur au Blue Sport, qui est l'expert en Blue Sport, parce qu'il est aussi fan de Grasshoppers. Lui, il n'achète rien, on le dit. C'est pour ça. J'ai mes collègues qui ont des questions par rapport au stade. Ouais, le stade, il appartient à qui, du coup? Les Tigrund. Ouais, le Tigrund, il appartient à qui? Il est à la ville ou il est aux deux clubs? À la ville. Ouais, c'est pour ça aussi qu'on a rentrer en moins d'argent. Ça montre aussi le problème avec le stade. On a déjà vu ça à barrage. On a joué notre le barrage à Thun. Non, Lugano. Oui, contre Ara, on a joué à Lugano parce que déjà le concert stade était Imagine Dragons. Oui, il y avait déjà le concert de Imagine Dragons là-bas, et c'est pour ça on n'a pas vraiment. Oui, il y avait aussi un peu de problème avec parce qu'on n'a pas vraiment fait des bons plans et tout ça, mais quand même, c'est ça vraiment le problème, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un nouveau stade. Et oui, parce que, comme je dis déjà, avec les situations économiques, c'est élémentaire pour le FCZ et GC. Sinon, ça va être difficile dans le futur. On va avancer un petit peu, on va parler un peu du jeu et du mercato, à moins que vous ayez encore une dernière question, les amis. Du jeu et du mercato. Donc, tu nous as un peu dit, là, grâce au père, maintenant, il y a environ 10 joueurs qui sont partis et 10 joueurs qui sont venus. Notamment, tu as parlé un peu de la proximité des propriétaires avec Grasshopper. Est-ce qu'il y a beaucoup de avec Bayern Munich, pardon. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant du Bayern qui sont arrivés et quels sont les joueurs un peu qui sont arrivés cette saison à Grasshopper? Oui, alors parce que tu as dit déjà avec les joueurs de Bayern, il y a 2 qui sont venus. Une fois, c'est Jonathan Aspiensen, qui a 19 ans et qui a joué dans la 4e division pour la 2e équipe de Bayern, qui est un vraiment bon joueur, et aussi Lovro Zvonarek, le Croate, qui a 20 ans, qui était prêté la dernière saison. Il a joué pour Sturm Graz en Autriche. Ok. C'est les joueurs à suivre pour toi? Joué... C'est les joueurs qui viennent du Bayern, ça? Oui, ça, ce sont les 2 joueurs du Bayern, et eux, ils sont vraiment bien. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu... C'est juste pour un an qu'ils vont nous aider, et après il sera parti. Mais quand même, non, ça, ce sont des vraiment bons joueurs. Sinon, pas beaucoup. Alors, maintenant on a 3 joueurs italiens qui sont venus, mais pas dans des premières équipes, mais dans les chez les jeunes. Qui ont joué avec des jeunes, oui, avec Mantini, Creti et Paloschi. Et on n'a pas vraiment, je crois, on n'a pas vraiment beaucoup payé pour eux, parce qu'ils ont tous, Creti a 16 ans, Mantini a 17 ans, Paloschi 19 ans, alors pas des joueurs avec beaucoup de routine. Arrigoni, qui est revenu de Lugano, il n'a pas vraiment joué beaucoup parce qu'il était blessé. Et un autre joueur, un attaquant, Luc Planche, qui était... J'allais parler de ce joueur, c'est un Anglais, hein. J'ai vu qu'il était plutôt pas mal. Oui, c'est un Anglais, oui. Il était avec Crystal Palace, ils ont toujours prêté Planche chaque saison. Okay. Maintenant, cet été, il était sans club, et on a... Oui, il est signé, hein. Il est plus prêté. Oui, il est signé maintenant. Il est signé maintenant jusqu'à 2028. Et oui, lui, il était vraiment bien aussi dans les premiers matchs. Aussi Veron Lupi, il était juste prêté, mais maintenant on a signé aussi. Alors vraiment important pour nous.
Et sinon, pas beaucoup de transferts. Sinon, les seuls, on a pris beaucoup de joueurs de notre U25 avec Marquez, Gian Domenico, Betkober et tout ça. Et sinon, on a perdu beaucoup de joueurs. Tu l'as dit déjà, Ndengue, Seko qui joue en Liga maintenant à Le Havre. Pascozzi qui est parti il y a 2 semaines, je pense, ou la dernière semaine, qui joue en Belgique maintenant à Ghent. Il a déjà marqué là-bas. Chouanière, le Canadien, qui joue maintenant pour LAFC. Il n'a pas vraiment beaucoup joué la dernière saison, ou pas vraiment bien, et maintenant il joue pour LAFC. Il a déjà marqué aussi dans son premier match. Et Sonny Kittel, on n'a pas prolongé le contrat. Dommage, c'est un bon joueur, Kittel, non? Kittel, oui, mais il n'était pas vraiment. Il n'a pas vraiment. La performance n'était pas vraiment constamment. Okay. C'était toujours. Il y avait 2 matchs qui étaient OK, et après 10 matchs il n'a pas vraiment bien joué. Alors, c'était pas vraiment. Ça nous rappelle quelqu'un. Et oui, et Schürp qui a fini sa carrière. Et il faut aussi dire qu'on a un nouveau entraîneur avec Gerhard Scheiblener, l'Autrichien, qui est venu de Blau-Weiß Linz, qui n'est pas vraiment un grand club en Autriche, mais c'est aussi dans la ville de Linz. C'est l'ASK le plus important, non? Le LASK Linz. Oui, c'est le plus grand club dans le... Oui, quand même. Mais c'est Blau-Weiß Linz qui était quand même dans 6e place à Autriche. Et même avant de LASK Linz. Alors, c'est pour ça que je dis, l'entraîneur, quand même, c'est quelqu'un qu'ils ont vraiment pris, qui peut réussir le maximum avec une équipe qui est peut-être pas vraiment assez bien, ou qui a pas, ou on m'a dit oui. Tu penses que c'est quel objectif vous avez des questions sur quel est l'objectif de Guetze avec cette équipe-là? Tu penses que le club peut aller où? C'est vraiment difficile à dire parce que le premier match à Luzerne, c'était pas mal, mais après le deuxième mi-temps n'était pas vraiment bien. Aussi contre Bâle, c'était pas vraiment bien. Aussi contre Servette, aussi le match. Servette, il y a une mi-temps pour Guetze, une mi-temps pour Servette. Oui, c'est ça. Et c'était comme ça les 3 matchs. Alors c'est vraiment difficile à dire. Moi, j'ai l'impression que l'équipe a vraiment du talent, aussi les jeunes joueurs, mais il faudra qu'on a encore besoin de 3 ou 4 joueurs qui peuvent jouer et qui ont peut-être entre 26 ou 29 ans et pas 17 ou 20 ans. Parce que comme ça, si tu as une baisse en Super League, ça va être difficile. Et aussi, si tu as une équipe où il y a juste des jeunes joueurs, c'est vraiment difficile pour eux. Et alors, je veux dire que oui, l'équipe est vraiment... Il y a beaucoup de talent, mais il faudra ces 3 ou 4 joueurs. Sinon, ça va être difficile. Sinon, tu penses que Guetze pourra pas rester en Super League, ou ça va quand même se maintenir? Sans vouloir être méchant. On va voir. Pas méchant, mais sans vouloir te porter la poisse. Non, c'est OK. Oui, on va voir ça. Le prochain match, ça va être contre Winterthur. Si on perd ce match, j'ai vraiment l'impression que ça va être encore une saison difficile où on peut peut-être être relégué. Parce que si tu joues barrage constamment, on a vu ça avec Sion. Avec Hambourg, même en Allemagne à l'époque. Oui, c'est ça. C'était aussi avec Sion. Je crois, là, il y avait ils ont joué 3 fois barrage. Après, ils sont allés au Challenge League. Et c'est comme avec nous, ça va être le même chose. Si ça va être le cas chaque année, ça va être vraiment... Alors, il faut qu'on gagne. Mais juste pour mettre en contexte, oui. Alors, l'équipe a du talent, mais il faut encore qu'on achète 3 ou 4 joueurs. Et si on ne fait pas ça, ça va être encore entre le place 10 et 12, je veux dire ça. C'est dommage pour un club comme Grasshopper, un club vraiment historique dans ce championnat. Vous avez des questions pour l'ami Lucas?
Non, j'ai juste l'impression qu'ils suivent un peu la même voie que Servette un peu à l'époque, quoi. Ouais. Enfin, sans parler de tous les investissements, quoi, mais juste ça passe d'un club historique qui gagne tout à un club qui se retrouve un peu dans le fond de classement. Et Ouais. j'espère pour eux qu'ils remonteront. J'espère pour eux qu'ils remonteront. Ouais, bah, c'est la même chose pour moi. Je pense Ouais. qu'on avait un club avec qui on avait aussi une rivalité avec Servette. On avait vraiment des grands matchs, on avait des belles choses aussi de leur part et c'était vraiment toujours Grasshopper, le club phare un peu du championnat. Bien sûr. Sur qui, moi, quand je les voyais, j'avais peur. Ouais, c'est clair. Nous, quand on était petits, ouais. Grasshopper, c'était Chaque une fois, force vive du football suisse. Hein. Comme quand je regardais à Carouge avec Kriets, c'était tout le temps des affrontements, des matchs, c'était tendu. Et ça, j'aimerais bien retrouver ça. En fait, on aimerait tous. J'espère moi que... aussi, oui, nous tous, oui, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas les seuls qui me disent ça, oui, que Getse était vraiment c'est grand important. club et tout ça. Et c'est vraiment dommage de voir ça. Et c'est pour ça que je dis que les fans sont très déçus. J'imagine, ouais. Que ça va être une autre saison où on va battre contre la relégation. Et oui, c'est vraiment difficile et on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, peut-être ils vont le réaliser qu'ils doivent faire des choses, des grands investissements, ou peut-être j'espère que ça se va. J'ai pas l'impression que va se passer, mais peut-être il faut aussi, comme Servette, il faut redescendre. C'est la dernière question que j'allais te poser. Est-ce qu'il faut que Getse descende pour revenir plus fort? Bah, si on trouve plus un investisseur qui veut vraiment faire des investissements où les gens sont vraiment committés au club, peut-être ça c'est la dernière option. Sinon, je sais pas comment faire. Ouais. Avec un déficit de 14 millions. Je pense, si on parle de la situation économique, c'est peut-être la plus belle, je ne vais pas dire plus belle, mais c'est la plus, la plus facile. Solution. C'est plus facile comme ça, oui, ouais. mais pas, peut-être parfois tu as besoin de ça et j'ai dit ça déjà beaucoup qu'à Servette, c'est vraiment ça ce que j'aimais. Oui, vous avez eu vraiment pas des bonnes années avec 10 ou 12. Ça a duré longtemps à Servette. J'espère qu'à Getse, ça ne durera pas aussi longtemps. Oui. Hein. Oui, mais vous avez quand même, step by step, vous avez fait ça. Et maintenant, depuis que vous êtes en Super League, vous n'étiez jamais au-dehors du top 5. Alors, c'est vraiment ça ce que j'aime à Servette. Aussi, je dis ça. C'est un modèle à suivre pour toi, Servette? Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est un modèle parce que quand même, vous avez encore des joueurs qui sont là, déjà là depuis le Challenge League avec Stevanovic. Je suis vraiment un fan de Stevanovic. On l'est tous. Oui, comme il fait et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime vraiment Servette comme modèle. Je sais que vous avez aussi vos problèmes avec des spectateurs un peu. C'est comme on se dirait que quand il pluie ou quand c'est trop chaud, on va pas au stade. Ouais, ça c'est. mais quand même, c'est ça ce que j'aime vraiment au modèle Servette et j'espère que ça va être chez nous aussi chez nous aussi pour ça ira un mieux. moment. Mais non, mais c'est vraiment difficile au moment et oui, les fans sont vraiment déçus et on ne sait vraiment pas ce qui est le plan américain parce qu'ils n'ont jamais communiqué un plan, on va dire, peut-être en 5 ans, on va être dans le top 6 et peut-être jouer au européen et peut-être en 10 ans, on veut jouer pour la championnat suisse. Ils n'ont jamais vraiment communiqué ça et c'est pour ça que beaucoup de fans sont déçus. Et... Je comprends. Oui. Bon, bah, merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. On peut t'écouter si nos amis parlent suisse-allemand. On peut t'écouter sur le podcast dédié à Getse Zarsfoif, si je prononce bien. Oui, très bien. Merci encore et bon courage à tous les supporters de Getse et à vous. On espère que le club ira mieux, quoi. On a besoin de Getse en Suisse. Oui, merci à vous et bonne saison pour Servette aussi. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, ciao.
Alors, messieurs, on va maintenant passer à notre dernier sujet de l'émission. C'est les barrages de Coupe d'Europe et des barrages où il y aura les clubs suisses. Je vous les donne. Le FC Bâle en barrage de Champions League affrontera le FC Copenhague. Le match aller aura lieu à Bâle mercredi 20 août. Le retour mercredi 27 août à Parkenstadium à Copenhague. On va les faire un par un. Bâle, est-ce que vous pensez que ça peut passer Copenhague? Écoute, je les ai pas vus jouer depuis le début de la saison. Donc, je t'avoue, je sais pas, j'ai pas trop suivi Bâle, même l'intersaison. Bâle, c'est en dents de scie. Début un peu poussif. Ça gagne, ça perd. Après, je sais juste que Copenhague, c'est jamais facile à jouer, surtout vraie chez équipe, eux. Copenhague. Eux non plus, je vais pas mentir, je les ai pas suivis pendant l'intersaison. Je sais juste que dans leur stade, c'est compliqué à jouer. Ils ont même battu Manchester l'année passée, ou il y a 2 ans, se faire. Ouais, c'est possible. Après, est-ce que Manchester est une. Ouais, mais alors, je suis d'accord, c'est pas une référence. Enfin, voilà. Mais. Oui, mais ça jouait pas mal les 8e de finale, il me semble. Justement, ça joue souvent, en tout cas, 8e de finale. Et ça joue souvent la Ligue des Champions, en fait. Ça joue souvent la Ligue des Champions. À Copenhague. Copenhague, ils se sont débarrassés de Malmö 5-0 au match retour à domicile. Donc c'est quand même solide. Et puis, solide. Non, depuis quelques années maintenant, ils sont quand même, on les voit assez. Et puis c'est aussi dans leur truc de taper un grand club aussi. Donc à mon avis, c'est solide. Bâle, maintenant à eux de confirmer la remontada qu'ils ont fait la saison passée avec les joueurs qu'ils ont. Mais est-ce que pour vous ça passe Copenhague, Bâle? Je sais pas. Franchement, honnêtement, j'arrive pas à dire comme ça quelque chose. J'aurais envie de dire oui, ça ferait du bien au foot suisse. Ça, c'est clair. C'est où le match aller? Le match aller aura lieu à Bâle ce mercredi 20 août. Non, du coup, je pense qu'il passe pas. Ouais. Je partage ton avis. Ouais, moi, je partage ton avis aussi. Mais on l'espère tous. J'espère me tromper. Hein. Ouais. Pour le coefficient de la Suisse, parce qu'il devient cataclysmique. J'espère me Un tromper, autre débat. On passe maintenant à Young Boys, qui lui disputera les barrages d'Europa League. Young Boys sera opposé au Slovan Bratislava. Match aller jeudi 21 août au Vangdorf. Match retour le jeudi 28 à Bratislava. Parce que là, il y a un motif de plus d'espoir. Oui, complètement. Clairement. Moi, je pense que Young Boys, ils ont quand même fait la Ligue des Champions l'année passée. Ils ont montré des bonnes choses, même s'ils ont un peu eu un parcours en dents de scie en championnat, des hauts et des bas. Mais à mon avis, c'est leur saison pour aller en Europe, confirmer quelque chose en Europe, regagner un peu cette confiance qu'ils ont eu pendant toutes ces années où ils ont été champions. Et puis, à mon avis, eux, ils peuvent passer largement. Ouais. Et contrairement à Bâle, ce Ferrart, ils n'ont pas changé de coach. Non, et puis ils sont renforcés. Young Boys s'est déjà renforcé depuis cet hiver avec Bedia et Fasnacht, si je ne m'abuse. Fasnacht qui est revenu. Ils ont encore pris des joueurs. Bon, ils ont perdu Takame, ils ont perdu quelques joueurs, mais Bratislava, qui est plutôt une équipe en général de Conference League, qui a joué la Conference League, si je ne m'abuse, peut-être je peux me tromper. Hein. Dites-moi en commentaire. Ouais, j'en sais pas plus. Normalement, IB, ça doit passer. Alors, le terme normalement, il faut peut-être l'éviter. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Ça devrait passer. Ça pourrait passer. Moi, je les vois passer. Ça pourrait passer. Moi, je les vois passer. Tu les vois passer? Ouais. Je t'avoue que moi aussi. Ouais, je l'espère, une fois de plus, pour la Suisse. Le pire que je peux leur souhaiter, c'est qu'ils passent. Hein. Ouais, clairement. D'autres coefficients. D'autres beaux coefficients. Parce que maintenant, on va passer aux deux autres qui sont qualifiés pour les barrages de Conference League. Et Lausanne Sport recevra le jeudi 21 août le Beşiktaş Istanbul avant de partir là-bas le jeudi 28 août. Beşiktaş, c'est un club assez malade, hein, mine de rien. Il n'y a pas tout qui fonctionne très très bien actuellement. Est-ce que Lausanne peut saisir sa chance? À mon avis, ils vont vouloir sauver leur saison, enfin leur Europe, hein, Beşiktaş, parce qu'ils en ont besoin aussi pour se redonner confiance pour le championnat. Je ne vois pas Lausanne battre Beşiktaş. Alors, ils ont fait une très bonne impression contre Astana. Ils ont fait une très bonne campagne, ils ont fait une bonne pré-saison. Donc, Lausanne, c'est peut-être l'équipe à suivre cette année. Je la vois vraiment difficile contre Beşiktaş. Ouais. Beşiktaş qui s'est débarrassé de St. Patrick's au 3e tour de qualification. Irlandais oui, je crois. Comme ça. Je suis pas sûr. Ça pourrait être, oui. Ah, mais c'est ça, Irlandais. On n'est jamais trop sûr. Et Beşiktaş avait perdu contre le Shakhtar Donetsk au tour d'avant. C'est bien, c'est rassurant pour Servette. C'est rassurant. Effectivement. C'est rassurant pour Servette. Je vais vous donner ça tout de suite. Je l'ai plus en tête.
Mais oui, c'était bien le Shakhtar. Mais je me souviens plus si c'était l'Europa League ou pour la. Mais je pense que c'était pour l'Europa League. Ouais, voilà. Deuxième tour de qualification de l'Europa League. Défaite 4-2. À l'aller, à Beşiktaş, c'est défaite 2-0 à Cracovie contre le Shakhtar. 6-2 au total. Donc ils ont perdu les 2 matchs en plus. Ouais, Beşiktaş a perdu les 2 matchs. Lausanne, ça passe ou ça passe pas? Non, moi je pense pas. Moi je serais plus nuancé. Moi aussi je serais plus nuancé. Moi je pense qu'il y a moyen pour Lausanne. Alors si tu regardes sur le papier, si tu regardes historiquement, je te dirais que non. Mais j'ai l'impression, et j'en ai parlé en pré-saison avec un pote, où je disais pour moi Lausanne cette année ça peut être la surprise en championnat suisse en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bon mercato, bon coach aussi qui arrive. Bon coach. Stabilité. Exact. Et j'ai l'impression que ça peut être la surprise. Et honnêtement, ça me fait mal de dire ça, mais je les vois finir devant Servette. Ouais. Ça me fait mal de dire ça, mais voilà. Ouais. Et donc, c'est pas impossible, j'ai envie de te dire. Ouais. Et enfin, le dernier, le magnifique Servette FC. Servette jouera contre le Shakhtar Donetsk. Le match aller aura lieu le jeudi 21 août à Cracovie. Le retour aura lieu le jeudi 28 août au Stade de Genève. Ça, au Shakhtar Donetsk, qu'on a vu qui a un peu aplati Beşiktaş. Pour vous, messieurs, est-ce que Servette a une chance? Honnêtement. Difficile, hein? Ouais, enfin, ça va être dur. Pour moi, ils ont perdu l'Europe dès qu'ils ont commencé. Ils ont perdu contre Pilsen. Servette, ouais. Ouais, Servette, bien sûr. Non, je veux dire, Servette devait passer Pilsen. Oui, tout à fait. Si tu voulais C'était là, ouais. hein. Tout à fait. Après, derrière, c'est Utrecht. C'est trop fort. Ouais. Et Shakhtar, ça me paraît trop fort. Est-ce que tu penses que Shakhtar c'est plus dur que Utrecht? Ouais. Ouais. Je pense. Tu penses pareil aussi? Si c'est pas plus dur, c'est kiff-kiff. C'est genre, c'est en tout cas pas moins fort. Ouais. Vous n'avez pas une petite chance pour Servette de passer? Alors, si on arrive à retrouver le jeu qu'on a proposé pendant les 2-3 dernières années. C'est difficile ça de le retrouver. Mais tu vois, Servette, c'est nouveau coach qui vient d'arriver semaine passée. L'équipe a changé. Hein. 8 joueurs presque. 8 joueurs intégrés. Il nous en parlait justement pendant la conférence de presse la semaine passée où il y a pour lui 3 entités actuellement dans l'équipe. Donc les jeunes joueurs qui arrivent au centre de formation, les nouveaux arrivants et les cadres de l'équipe. Ouais. Et le but, c'est d'assembler un peu tout ça et d'en faire une équipe. Mais ça se fait pas en 3 jours. Et ça fait 10 jours qu'il est là maintenant. Ouais, il a fait son premier entraînement lundi passé, donc ça fait une semaine pile poil qu'il est là maintenant. Jocelyn, tu vois, Jocelyn Gouranek. Ouais, de Gouranek, effectivement. De Servette. Exact. Je pense qu'elle prendra du temps avant de mettre en place son projet de jeu, si on lui laisse le temps, j'espère. Oui. Je pense. Et pour moi, le match, il arrive trop tôt, en fait. C'est pas le bon timing. Ouais. C'est pas le bon timing. Ouais, je partage ton avis. Je pense que là, maintenant, il faut aussi se poser les bonnes questions et décider, avoir une direction claire, faire peut-être le meilleur résultat possible, en tout cas à domicile, pour essayer de redonner un peu de baume au cœur pour les fans. Comme on a pu voir en Europa League, on a fait des très bons matchs à domicile contre des gros clubs. Mais moi, je vois la tâche difficile pour Servette, surtout avec un nouvel effectif, un nouvel entraîneur. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais... Tu parles de match à domicile. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si il y a des fêtes là-bas, du coup à Cracovie, tu as dit qu'il jouait à Cracovie. Ouais. S'il y a des fêtes à Cracovie, en fonction du résultat, le stade au match retour, tu es sûr qu'il est 7, 8 000, 9 000 personnes. Il n'y aura jamais plus. Ouais, et donc si tu n'as même pas le public pour te soutenir à domicile, alors que tu as déjà perdu ou fait le match aller, c'est encore plus compliqué. Ouais, alors ça complètement, mais c'est bon. Voilà, on va laisser le débat pour, je pense, un autre podcast, mais je trouve que c'est juste. Malheureusement, c'est juste. Ouais. Donc, malheureusement, vous n'êtes pas très optimiste pour le foot suisse. Pas du tout. 2 clubs sur 4. Modérément. Peut-être 3,5 avec Lausanne. Mais ça va espérons être surpris. Espérons. Imaginons les 4 y passent. Tant mieux. Bravo. J'espère pouvoir être là et dire bravo. Ouais. Magnifique. On va aller suivre Servette en déplacement. Parfait, ce sera incroyable. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et toutes qui écoutez, likez, partagez. Les amis du football, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Ciao, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée.